Bonsoir à tous. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue, toujours nombreux d'ailleurs, dans ce conseil de quartier Emerio Zola pour la session d'automne de ce conseil de quartier. Donc, je suis Jacques-Henri Semel, adjoint au maire chargé notamment du quartier de Beaugrenelle. Et je suis accompagné ce soir alors, de nombreux conseillères de quartier que je remercie, et aussi de plusieurs de mes collègues. Donc, Grégory Canal, premier adjoint au maire du 15e. Monsieur le maire va sans doute nous rejoindre dès qu'il aura... Il y a un autre événement ce soir, mais il devrait nous rejoindre ensuite. Clotilde Roire, qui est l'adjointe au maire chargée du monde combattant et de la mémoire. Voilà, et des victimes, pardon. Et puis Karine Legrand, qui est conseillère d'arrondissement chargée du commerce et de l'artisanat. Alors, sans plus attendre, donc, je vais passer la parole à Madame la Présidente, Hélène Boyer, pour le déroulé de l'ordre du jour. Merci. Donc, merci à tous d'être là. Donc, je vous rappelle l'ordre du jour. Donc, deux sujets pour ce soir. Donc, le premier sujet, le projet de réhabilitation de la tour Mirabeau et de végétalisation de ses abords. Et le deuxième sujet, c'était donc de faire un bilan sur le budget participatif, les projets qui ont été lauréats pour donc 2024 et le bilan des précédentes éditions. Donc pour le premier sujet, je vais vous présenter nos trois intervenants pour ce soir et ensuite je leur donnerai la parole. Donc on aura tout d'abord donc Monsieur Jean-Luc Crochon, donc architecte, donc pour le cabinet. Alors vous allez me dire comment ça se prononce. Cro & Co Architecture. Madame Béatrice Leroux, donc responsable de développement chez Gessina. Et ensuite, donc Monsieur Golwen Legal, c'est ça, directeur de la gestion du Front de Seine-Beaugrenelle, SEM Paris-Seine. Voilà, donc je vous passe la parole tout de suite. Bonsoir à tous. Nous sommes ravis d'être là ce soir pour vous présenter le projet de rénovation de la tour et de végétalisation des abords. Simplement, en introduction, quelques mots. Donc la tour Mirabeau date de 1972. Elle est actuellement occupée et elle sera libérée d'ici la fin de l'année. Et donc à cette occasion, nous profitons pour mener un projet de rénovation technique de la tour, notamment pour répondre à un certain nombre de problématiques de mise aux normes que Jean-Luc vous expliquera juste après. Donc, juste une précision, Jean-Luc et moi, nous allons vous parler du projet de rénovation de la tour qui fait l'objet d'un permis de construire, et Monsieur Le Gall interviendra pour présenter les intentions de réaménagement des abords et de végétalisation. Bonsoir à tous. Très fier de vous présenter la tour Mirabeau que vous connaissez tous, ce bâtiment iconique du 15e arrondissement qui est situé à la proue de Beaugrenelle. Donc ce bâtiment construit en 72 par Noël Le Maresquier, Grand Prix de Rome, et Pierre-Paul Éclise étaient deux. Donc c'est un bâtiment évidemment qui appartient au patrimoine architectural de la ville de Paris et de Beaugrenelle. Comme l'a dit Béatrice, en fait, ce bâtiment va pour la première fois de son existence se vider de ses locataires, donc une opportunité pour pouvoir le mettre en conformité avec certaines réglementations qui n'étaient pas en vigueur à l'époque de sa construction, et notamment la réglementation incendie, sur lesquelles les pompiers ont beaucoup insisté pour qu'on profite de cette période pour pouvoir la rapprocher, en tout cas, de la norme actuelle en réglementation incendie. Donc du coup, le projet rentre en réhabilitation sur tous les aspects réglementaires qui l'accompagnent, qui va évidemment viser la réglementation incendie, ça c'est le premier des points, mais qui va du coup inclure l'ensemble des réglementations qui s'imposent au projet maintenant, c'est-à-dire le plan de prévention des risques d'inondation, puisque positionné si près de la Seine, on est bien évidemment dans une zone sensible, l'accessibilité PMR, qui n'était pas en vigueur à l'époque de sa construction. Évidemment, la présence d'amiante sur les façades et dans le noyau qui sera l'occasion de le désamianter, et les nouvelles réglementations énergétiques, ainsi que l'adaptation du PLU de la ville de Paris, puisqu'on est dans un cadre d'un permis de construire en 2024, donc avec le PLU-B qui s'applique. Les enjeux vont bien sûr porter sur la totalité du projet, mais qui va, en termes d'aspect visuel, toucher trois éléments importants de la tour, que sont son pied, son corps et sa coiffe. Donc c'est les trois éléments qui constituent un bâtiment de grande hauteur.
Le principal va porter sur les façades. L'intervention sur les façades va nécessiter la dépose complète des façades. Malgré cette écriture iconique du bâtiment, on est obligé de les déposer. 1, pour les désamianter. 2, pour les rendre réglementaires par rapport à la sécurité incendie. Donc on est obligé de passer par une dépose complète, mais on le verra, on va reprendre évidemment l'image architecturale du bâtiment, puisqu'on est les premiers attachés à cette écriture de 72, mais qui reste très contemporaine aujourd'hui dans l'écriture des immeubles de grande hauteur à travers le monde. Le deuxième, c'est réorganiser le pied de tour. Du fait de la nouvelle réglementation incendie, on va devoir repenser l'accessibilité des pompiers. Donc ça, c'est l'intervention qui sera peut-être la plus visible dans le avant-après la restructuration de la tour Mirabeau. La végétalisation de la toiture qui est conforme aux demandes du PLU de la ville de Paris et le renforcement des espaces extérieurs que M. Le Gall vous présentera en deuxième partie. Voilà les enjeux du projet Mirabeau. Donc, c'est vraiment une mise aux normes techniques. C'est un projet très technique qui est devant nous, mais avec bien évidemment un enjeu architectural fort, puisque ce bâtiment, comme je vous l'ai dit, fait partie vraiment du patrimoine. Concernant le socle, donc sur le niveau d'accessibilité des pompiers, aujourd'hui vous connaissez la tour, elle est accessible par un auvent et par des escaliers, ce qui n'est pas du tout du goût des pompiers qui souhaitent un accès de plein pied. Donc on a dû modifier le niveau de référence du rez-de-chaussée en rehaussant le niveau légèrement encaissé. Si vous faites le tour, la tour Mirabeau, vous verrez que le premier niveau, le restaurant d'entreprise, étant décaissé par rapport au sol extérieur. Donc ce sol va être remonté pour être de plein pied avec le sol naturel, le sol d'ailleurs qui correspond au niveau des plus hautes eaux connues, donc il va être de plein pied avec le maximum de ce que pourrait être une inondation de la Seine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est l'aspect principal de la réhabilitation au niveau de son pied, c'est le changement du niveau d'accès. Et donc il va redonner en fait une séquence d'entrée différente, puisque l'entrée de la tour est modifiée. On ne va plus rentrer par le vent existant, mais par la proue qui est située sur l'aile sud, côté métro, côté square et côté pont Mirabeau, donc au plus près des flux, puisque quand on sortira du métro, quand on viendra du pont Mirabeau ou qu'on sortira, on sera devant l'entrée et qui permettra de créer une séquence d'accueil, d'attente, de réception avant de prendre les ascenseurs pour les utilisateurs de la tour. Donc là, vous avez un visuel de ce nouveau parvis, entre guillemets, en tout cas de cette nouvelle séquence du hall, qui sera très transparent et qui sera accompagné sur l'aile côté Zola des restaurants d'entreprise, donc avec une activité. L'idée aussi de redonner à ce bâtiment une vitalité, entre guillemets, de voir les gens à l'intérieur, qu'ils participent au cœur de ville et au cœur du quartier pour se reconnecter complètement à son environnement. Concernant la façade, donc cette façade iconique, comme je vous l'ai dit, elle va être complètement déposée. Donc à un moment, on verra Mirabeau déshabillé, mais on est obligé de passer par là pour désamianter tous les joints des façades et surtout recomposer une nouvelle façade avec les réglementations sécurité incendie. Donc on va la déposer, la reconstruire quasiment à l'identique. Donc évidemment, on reprend ce jeu origamique si spécifique de la façade. Donc l'image architecturale ne sera pas modifiée à l'issue de la réhabilitation. On va juste intégrer des petits ouvrants de confort dans les joints noirs que vous voyez dans l'existant, donc ils seront invisibles à l'œil, mais ils vont complètement changer le rapport pour les utilisateurs des tours de bureau, puisqu'ils pourront demain ouvrir des fenêtres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est de donner aussi une version contemporaine de cette tour pour les prochaines années et les prochains locataires de la tour. Donc au niveau de l'organisation à plan, évidemment, il y a des dispositions incendie qui vont être intégrées dans le nouveau noyau, mais qui n'auront pas d'aspect visible de l'extérieur. La création d'une loggia qui permettra aux utilisateurs d'avoir un accès à l'extérieur depuis les plateaux de bureau, mais l'ensemble du plateau est repris dans sa totalité. Concernant la toiture, le troisième point, elle est végétalisée dans sa quasi-totalité. Donc ça, c'est un point qui répond aux demandes du PLU. Donc sur les ailes au nord, elles sont totalement végétalisées. Il y a juste une coursive d'entretien qui sera périphérique pour permettre le passage de la nacelle et l'entretien des plantes, évidemment, puisque c'est quelque chose qu'on veut durable. Et on aura sur l'aile sud, donc une végétalisation et une petite terrasse accessible, puisque du coup,
Le noyau, aujourd'hui complètement réservé aux installations techniques, n'est pas modifié dans son volume, mais du fait qu'on reconnecte la tour au réseau de chaleur commun du quartier de Beaugrenelle, on a moins de locaux techniques, donc on a pu libérer un espace de bureau qui va se trouver sur la proue sud, qui sera du coup lui vitré sur la vue Seine, et qui permettra en fait d'avoir une activité de bureau réservée aux utilisateurs de la tour uniquement. C'est vraiment une activité de travail, donc c'est pour venir faire des réunions en journée, enfin dans le cadre des activités, et d'avoir cet accès à l'extérieur sur une terrasse qui correspond à 10%, 14% de la surface totale de la toiture, donc vraiment une petite terrasse extérieure sur le toit. Voilà donc les images du projet futur, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau au bâtiment existant, puisque c'est vraiment une réhabilitation technique qui a été demandée et initiée au départ par ces réglementations successives. Et on est dans le cadre des certifications au taquet de ce qui existe aujourd'hui dans le monde de l'immobilier, puisque Gecina est un grand promoteur et un grand acteur dans les sujets immobiliers, et donc avec des exigences au maximum de ce que la réglementation et les certifications sont aujourd'hui. Donc on sera BREEAM, HQE. Tout ça, c'est des certifications qui permettent d'aller sur des marqueurs environnementaux très poussés, donc avec un bâtiment qui sera hypersensible non seulement au PLU de la ville de Paris, mais au-delà, puisqu'on intègre l'ensemble de ces certifications avec les enjeux évidemment énergétiques, puisqu'au passage, la façade, le changement de façade va aussi permettre d'avoir une façade beaucoup plus thermique, en tout cas beaucoup plus étanche que celle aujourd'hui, donc avec un vrai effort sur les consommations d'énergie futures du bâtiment dans son fonctionnement. Voilà en gros, en résumé, les trois grosses interventions du projet. Donc vraiment un projet technique avec une conservation de l'image, donc quelque chose qui est très important pour nous. Sur les façades, je ne vous l'ai pas dit, mais les tôles en aluminium existantes du bâtiment sont déposées, reposées. On va faire un travail de réemploi de ces allèges qui sont aussi caractéristiques du bâtiment et qui font partie de l'écriture architecturale de l'époque. Merci beaucoup. Il me revient de vous présenter les abords qui vont être aménagés. Gecina est donc venu nous voir pour nous présenter son projet, et donc Paris-Seine a pensé que c'était une bonne idée que de profiter du réaménagement du projet pour également requalifier l'ensemble des abords paysagers de la tour. Alors comment ça va être réalisé? On va simplement essayer de recoudre à la fois ce qui a déjà été fait sur la dalle, puisque vous savez, pour la plupart d'entre vous, que la dalle a été réaménagée d'un point de vue espace vert au cours des dernières années, et profiter également que la coulée verte, qui est donc la contre-allée, est en train d'être réaménagée pour recoudre à la fois les aménagements paysagers de la dalle et les aménagements de la coulée verte. Donc ça, c'est une intention initiale. En termes de temporalité, on va essayer de s'insérer dans le planning de Gecina, qui va libérer une partie ensuite des emprises chantier pour qu'on puisse venir aménager ces espaces verts lorsqu'ils seront en train de réaliser les aménagements intérieurs de la tour, de telle sorte à ce que les nuisances en termes de temps de chantier soient les plus réduites possibles. Alors, quelques mots ensuite sur les intentions. Donc, les intentions sont bien évidemment de maintenir la surface d'espace vert à minima sur la surface d'aujourd'hui. Donc, on va être sur une superficie qui sera maintenue. On va bien évidemment travailler sur des espèces qui vont être mises en place sur des espèces endémiques. On va travailler sur différentes hauteurs, les trois hauteurs classiques lorsqu'on travaille sur les aménagements paysagers. Et puis on va aussi ouvrir, donc ça veut dire qu'une partie des murets que vous voyez ici vont être détruits, et on aura une ouverture beaucoup plus importante sur le bâtiment. Autre chose à savoir, c'est que ce n'est pas un parc et jardin, donc il sera pas fermé la nuit, mais en revanche, c'est bien un espace vert d'agrément. Si l'idée vous vient de venir bronzer sur les pelouses, ça ne sera pas possible. Le cheminement, il sera qu'un cheminement piéton, et c'est bien un espace vert d'agrément que nous sommes en train de construire.
Et puis, on va aussi profiter de ces chantiers-là pour travailler sur les éclairages, puisqu'on sait que c'est quand même une problématique importante pour l'ensemble des riverains. Un bon éclairage participe à la bonne sécurisation des lieux. Donc, on travaillera en concertation avec Gessina pour offrir le meilleur éclairage possible sur ces nouveaux abords. Voilà, peut-être un point sur le planning. Donc, voilà, pour terminer, quelques mots sur... pardon, je vais juste me reculer. Sur le déroulement des travaux et le calendrier. Donc on va démarrer en début d'année prochaine avec les installations de chantier au premier trimestre pour démarrer les travaux au mois de mars. Donc la particularité, c'est qu'on va évidemment commencer par le curage et le désamiantage et enchaîner très vite derrière avec la dépose et la repose de la façade. Voilà, les travaux de curage désamiantage ne seront pas terminés quand on va démarrer les travaux de façade. On va vraiment avancer le plus vite possible en profitant de la géométrie de la tour pour reposer cette façade au plus vite, ce qui nous permettra de travailler en intérieur dès le deuxième trimestre 2026. Et on vise aujourd'hui une fin de travaux du projet au sein de la tour au troisième trimestre 2027. Et les travaux des abords de revitalisation devant étant prévu pour prévisionnellement deuxième trimestre 2028, ça reste à définir en fonction du projet qui sera affiné avec la SEM dans les prochains mois. En termes de déroulement du chantier, il y aura un dispositif de communication qui sera mis en place pendant toute la durée des travaux avec l'entreprise qui réalisera le chantier. À ce sujet, on reviendra vous présenter sur le sujet plus spécifique des installations de chantier, du déroulement avec l'entreprise. Pour pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais en tout état de cause, on aura tous les médias disponibles pour que vous puissiez communiquer avec nous par le biais d'une adresse mail dédiée, des boîtes aux lettres, de réunions d'information, même d'une application smartphone pour pouvoir être vraiment très réactif. Et on pourra venir assez prochainement à convenir avec la ville pour vous présenter tout le dispositif de chantier qui sera mis en place. Merci à vous. Alors, donc, on peut passer aux questions, s'il y a des questions. Oui ? Bonsoir, merci pour cette présentation. Moi, je suis une riveraine de la tour Mirabeau. Je suis dans la tour Espace 2000, donc j'ai vu en fait sur cet immeuble. Je vous avoue que ça nous cause déjà un peu de stress de savoir qu'il va y avoir des gros travaux, surtout qu'on l'a appris un peu par hasard. Il n'y a pas vraiment une communication dessus pour les riverains. Donc ça, c'est un point déjà un peu dommage. Moi, j'avais déjà une question, j'en ai plein en fait, sur l'amiante. Quel impact ça aura sur les riverains, sur les immeubles, voilà, si vous pouvez nous rassurer en tout cas dessus. Un autre par rapport au toit végétalisé, notamment par rapport à la clim. Alors, je crois qu'elle va être mise aux normes, mais pour l'instant, ça fait un boucan d'enfer. Donc, par exemple, l'été, on ne peut pas laisser les fenêtres ouvertes la nuit. C'est une grosse source de nuisances sonores. Pour la toiture végétalisée, vous dites qu'il y aura un espace terrasse où les gens pourront y aller que de la tour. Ça aussi, c'est une source de stress parce qu'on a déjà beaucoup de tapage nocturne. Donc, on nous dit que sûrement, il y aura très peu de personnes, que ce ne sera pas forcément tard le soir. À titre d'exemple, mon conjoint, il a un rooftop dans le 8e de son boulot. Enfin, ils y sont tous les soirs dès qu'il fait beau. Donc nous, on a clairement vu dessus. On n'a pas envie d'avoir des nuisances jusqu'à pas d'heure. Déjà, pas pouvoir dormir. Déjà, la journée, ça va être dur avec les travaux. Donc si après, en plus, on a des nuisances la nuit, ça va être très compliqué. Autre question. Plutôt, mais ça, je ne sais pas si vous pourrez répondre, mais par rapport au flux sur la dalle, parce que vous allez fermer la dalle, j'imagine une partie de la dalle. Il y a des écoles à côté, donc il va y avoir des reports de flux aussi, puisqu'il y en a beaucoup qui passent par votre côté de la dalle, si je peux dire ça comme ça, vers l'école de mode. Donc là, il va y avoir aussi des nuisances un peu pour les riverains de ce côté-là. Et enfin, est-ce que, ça ne me regarde pas forcément, mais est-ce que vous avez bien prévenu les boutiques qui sont en dessous, voilà, parce que je pense qu'ils seront impactés aussi. Et voilà, en tant que riveraine, je ne veux pas les oublier.
Voilà, beaucoup de questions. Ouais, je vais vous laisser répondre parce qu'il y avait plein de questions, puis après on prendra d'autres questions, d'accord ? Merci pour vos questions. Alors, si je reprends dans l'ordre, impact amiante, l'entreprise pourra vous en parler plus précisément, mais de toute façon, en particulier, alors pour ce qui est du désamiantage intérieur, dans le noyau, ça vous concerne pas trop. Concernant la façade, il y aura une bâche thermosoudée tout autour de la façade, sur chaque aile. On travaillera par aile en commençant dans un ordre bien précis, et de toute façon, tout le dispositif réglementaire sera mis en place pour encadrer ce sujet-là. Concernant la toiture, justement, c'était ce que Jean-Luc soulevait, notamment, on regarde la question sur le bruit. Le projet prévoit le raccordement de la tour au réseau de fraîcheur de Paris. Donc, on va pouvoir supprimer les tours aéros en toiture qui font du bruit et qui vous gênent. La clim surtout. C'est pareil, c'est ça. Oui, c'est ça. On n'utilise pas les mêmes mots, mais c'est là. Oui, c'est ça. Voilà. Concernant les nuisances, on va peut-être juste revenir, je vais afficher le plan. Est-ce que tu veux le commenter ou juste pour préciser un petit peu le dispositif, la localisation, parce qu'on ne se rend pas forcément bien compte, là il y a les noms de rues, mais juste pour vous repérer par rapport à la tour, notamment l'espace 2000, et le côté d'opacité des façades. Oui, bien sûr, j'avais oublié de préciser que les tours aérofrigérants qui sont sur la toiture vont disparaître. Donc ça, c'est vraiment un point très positif par rapport au sujet. Donc les ventilateurs ouvrent vers le ciel sur la totalité de ce local technique. C'est des aéro-réfrigérants, c'est des très très grosses machines. Pour les avoir vus, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Ça disparaît du fait qu'on se raccorde au réseau par le bas. Donc ça, c'est vraiment un point très très positif. Concernant le traitement de la façade du rooftop, le bardage existant n'a pas une grande valeur. On a été le regarder, c'est pas quelque chose d'impactant au niveau historique et histoire de l'immeuble, donc on va le modifier, on va le changer. On va le restituer sur la totalité du dos, si on peut parler sous ces termes-là, par rapport à une ouverture, entre guillemets, du bâtiment. Donc là, on est côté pont Mirabeau, donc là, c'est l'aile Mirabeau. Là, on est avec le noyau, et toute la partie sur la gauche du plan, en fait, est opaque, c'est-à-dire on est avec un mur en béton, avec les installations techniques derrière, et un bardage d'habillage qui sera, lui, traité de façon qualitative avec l'aluminium qu'on a sur l'ensemble du bâtiment. Et donc ça, c'est le vis-à-vis qu'on a avec la poursuite de Beaugrenelle, en tout cas de l'ensemble des tours. Donc par rapport à ce vis-à-vis-là, on est complètement fermé. Fermé, étanche, en béton, enfin quelque chose de complètement étanche. On va vitrer la proue de ce triangle côté sud, donc vraiment côté Mirabeau, côté pont Mirabeau, pardon. Et donc l'accès du public, surtout pas du public, des utilisateurs de bureaux, il y a zéro public sur le toit. C'est pas un ERP, il n'est pas du tout prévu comme ça au niveau sécurité incendie. Ça ne pourra jamais être du public parce qu'il n'est pas déclaré comme tel au niveau des autorisations administratives. C'est uniquement les utilisateurs des bureaux qui ont accès à cet espace, qui est un espace de bureau, de réunion, avec une vue assez incroyable. C'est pour ça qu'on a voulu restituer ces locaux techniques qui ont disparu, en faire un espace particulier pour les utilisateurs de la tour qui, à travers le vitrage, verront la vue. Ils auront la possibilité d'aller sur une terrasse qui fait 170 mètres carrés, qui est posée côté pont Mirabeau, donc très éloigné et à l'abri, entre guillemets, de tous les riverains qui sont sur l'ouest, puisqu'on a tout le bâtiment qui va lui-même créer une barrière entre les gens dehors et les tours qui sont de l'autre côté. Les distances, il y a à peu près 80 mètres jusqu'au premier bâtiment, donc on est assez loin. Les voies portent... Voilà, ça a une limite, entre guillemets, sur les espaces extérieurs. Donc, on est vraiment sur une portion vraiment toute petite. C'est 14% de la surface de la toiture qui est accessible. C'est vraiment pas du tout l'ensemble de la toiture. Et, je le rappelle, les deux proues au nord sont complètement végétalisées et inaccessibles. Donc, vraiment une barrière quasiment complète par le végétal et par le bâtiment lui-même
de ce qui se passerait si toutefois quelqu'un venait travailler avec son Mac dehors ou autre chose d'ailleurs, avec son ordinateur. L'idée, c'est ça, c'est de pouvoir aller travailler dehors si on a envie dans la journée, enfin dans les heures de bureau, hein, puisque c'est vraiment réservé aux utilisateurs de la tour. En fait, pour les nuisances, c'est plutôt par rapport aux écarts que peuvent avoir les salariés. Par exemple, faire une petite fête. Le bruit porte en fait finalement beaucoup à Beaugrenelle. On en souffre beaucoup. Donc en fait, c'était plutôt ça. Quelqu'un qui travaille sur un Mac, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais c'est plutôt les nuisances de ceux qui pourraient un peu aller un petit peu plus loin. On surveillera. Oui, concernant la question sur les flux d'accès à la dalle, il n'y aura pas d'impact. On a travaillé avec la SEM sur les installations de chantier pour que, en particulier côté dalle, les installations soient le plus proche possible de la façade de la tour. Donc les accès par les escaliers pour monter au R+1 puis au R+2 sont maintenus. Les accès au commerce, les 4 saisons et aux remarques sont maintenus. J'en profite pour répondre à votre dernière question. Oui, nous sommes allés voir les commerçants et nous y retournerons aussi pour leur présenter plus en détail le plan d'installation de chantier. Mais voilà, on a eu objectivement un très bon accueil. Ça s'est bien passé. Et, voilà, donc côté dalle, vraiment l'impact est le plus minime possible en termes d'installation. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui. Ah, attendez. Oh. Oui, mais en fait, on n'entend pas. C'est pour ça, parce que c'est pour l'enregistrement. Le monsieur va prendre le micro et après, vous le prendrez, madame. Oui, bonsoir, Christophe Granger, membre du comité de défense Beaugrenelle. Alors, j'avais plusieurs questions et remarques. Donc, sur votre planning que vous avez présenté, a priori, le chantier va durer 3 ans. Voire plus, s'il n'y a pas de délai de retard. 2025 à 2028. Il y a 2 chantiers. Il y a le chantier intérieur, je dirais, façade, et il y a le chantier de réaménagement de tout ce qui est végétalisation des alentours. Ma question, c'est en termes de déroulement du chantier, comment vous allez gérer tout le flux de circulation ? Parce qu'aujourd'hui, on a de gros problèmes avec la circulation dans le quartier. Nous avons des chantiers, la tour Cristal, qui a pris 6 mois de retard. Il y a d'autres chantiers qui vont arriver l'année prochaine, qui sont sur 18, 20 mois, voire plus. Comment vous allez gérer tout le flux de circulation dans le quartier avec ces travaux ? Aujourd'hui, la rue Keller est complètement embolisée. Les gens ne peuvent plus marcher sur les trottoirs, ne peuvent plus rentrer dans leur garage. C'est un réel problème. Donc, comment vous allez préparer une étude? Alors, je ne sais pas si vous avez fait une étude d'impact à ce niveau-là, mais comment vous allez gérer tout ce flux de circulation de camions et autres pour l'aménagement de la tour? Merci. Vous vouliez poser la même question, c'est ça, madame? C'était la même question? On va prendre une deuxième question, puis après vous répondrez. Il y a d'autres questions? Oui, madame? Il y a un micro de l'autre côté, voilà. Merde. Ah. Merci, donc je suis riveraine juste à côté et je m'interrogeais au niveau de ces travaux, quels engins vont être utilisés, puisqu'on souffre beaucoup des travaux de la tour Cristal avec des marteaux-piqueurs qui démarrent à 7h30 du matin. Et enfin, ça résonne jusque dans nos appartements. Donc là, quel type d'engins vont être utilisés? Est-ce que ce sera aussi bruyant? Et il y a aussi, donc là, vous allez bâcher la tour, parce qu'effectivement, la tour Cristal n'a pas été bâchée. On a des quantités de poussière chez nous, puisque ça a été démoli quand même étage par étage. Et la poussière, elle vient chez nous, en fait. Okay. Merci. Je vous laisse répondre.
Concernant les flux de circulation, il y aura 2 accès au chantier pour les camions, un sur la rue de Javel sous la dalle et un sur la contre-allée du quai André Citroën, avec des palissades qui viendront prendre simplement une partie du trottoir. Donc ça générera simplement une traversée piéton, mais on maintiendra le flux véhicules et les accès au parking en face pour la rue de Javel. Et côté contre-allée du quai André Citroën, de la même manière, on viendra prendre une partie de l'emprise du trottoir et d'une rangée de stationnement pour permettre une aire de livraison pour les camions qui repartiront avec, c'est l'avantage de la localisation de la tour Mirabeau, un accès quand même très, très facile et direct depuis les quais pour arriver et repartir en faisant globalement le tour de la parcelle triangulaire, sans trop rentrer dans le quartier de Beaugrenelle derrière. Concernant les outils, ça sera effectivement, ce sera un chantier, hein, donc il y aura forcément un petit peu de bruit. Simplement, il faut avoir en tête qu'on a assez peu de grosses œuvres sur cette opération. C'est essentiellement une rénovation d'ordre technique, et le gros œuvre sera surtout limité sur la partie du socle, côté Émile Zola, pour les sujets de rehausse de plancher. Donc sur un temps assez limité. Mais voilà, on reviendra, on pourra vous préciser tout ça lors d'une prochaine réunion. En tout cas, notez votre question et on y apportera une réponse plus précise. La poussière, là, l'entreprise de toute façon aura obligation de mettre en place des dispositifs classiques pour atténuer la poussière, arroser, protéger autant que possible. Et puis, comme je vous le disais, notre objectif étant d'aller le plus vite possible dans le cadre des contraintes du projet et d'un chantier de cette ampleur. On va quand même reposer la façade le plus rapidement possible dans la continuité de nos travaux de curage. Et encore une fois, on va commencer la repose de la façade alors qu'on n'aura pas terminé le curage des amiantages. Donc c'est un gage, en tout cas, de notre volonté à faire vite et à se replier en intérieur sur nos travaux. Merci beaucoup. Je voulais répondre sur ce que monsieur disait par rapport au flux de circulation. C'est vrai que la rue de Javel, comme la rue Avenue Émile Zola, sont très, très passantes. Il y a beaucoup de bus. Donc, dès qu'il y a un camion qui bloque le bus, ça bloque tout. Et ça nous arrive de temps en temps. Donc, voilà, juste pour sensibiliser ceux qui travailleront dessus. Parce que ça crée beaucoup de nuisances aussi. Comme la rue qui est là. Merci. Oui. Aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre. On reviendra avec la réponse. Je ne sais pas vous dire si l'entreprise l'a fait ou non. Je vous le dis honnêtement. Je ne vous dis pas que c'est pas fait. Je ne sais pas vous dire. Oui. Attendez, vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît. Oui, moi j'habite le 15 rue de Javel et toute cette circulation de camions m'interpelle un peu. Notamment, ça va détruire la chaussée. Je suppose que les stationnements seront interdits pour permettre aux camions de circuler. Et cela remet-il en cause l'éventuelle peinture de la soudale qui est sinistre et que nous n'empruntons pas, nous piétons, j'insiste, parce que c'est glauque et on est obligé de faire le tour, tellement c'est sinistre. Alors, sur cette portion de la rue de Javel, effectivement, on en a déjà parlé, madame, et puis vous en avez parlé, je pense, avec le directeur de la SEM.
Sur le fait que des stationnements seraient neutralisés pendant le chantier, c'est probable, mais tout ça ne sera décidé que dans le cadre d'une réunion d'ouverture de chantier qui n'a pas du tout encore eu lieu. Là, le permis de construire vient d'être délivré. Et en revanche, ce que vous mentionnez, c'est vrai, sur la réfection de cette partie de la dalle, de la sous-dalle, qui a été incendiée il y a plusieurs années et qui n'a jamais été vraiment remise en état. Donc je crois que la SEM, elle pourra le dire mieux que moi, a prévu les choses, du moins pour ce qui la concerne. La chaussée, ce n'est pas son affaire. Et l'éclairage public non plus. La demande a été faite évidemment de notre côté. Effectivement, ces lampadaires sont hors d'état depuis trop longtemps maintenant. Donc si Elis, qui est le concessionnaire de la ville de Paris pour l'éclairage urbain, a été saisi pour réparer cela rapidement. Est-ce que, Monsieur Le Gall, vous... Alors, je crois que c'est pour le reste. Là, sur la partie sous-dalle, on a fait ce constat commun lorsqu'on s'est rencontrés, et puis on en avait effectivement déjà parlé avec les différents élus et nos administrateurs. C'est un sujet qui est un sujet prioritaire chez nous, donc il sera traité comme il doit être traité, donc en priorité. Voilà. Alors, il y a une dame au fond que je ne vois pas. Oui. Oui, puisque c'est un nouveau chantier, j'en profite évidemment, je saisis l'occasion pour dire que qui dit chantier dit automatiquement emprise sur le trottoir, donc déviation sur la chaussée. Et donc, quand on fait une déviation sur la chaussée, on marque bien le panneau piéton, mais est-ce que l'on peut penser automatiquement au PMR, c'est-à-dire mettre une rampe d'accès ou mettre un peu de bitume? Mais le nombre de chantiers dans le 15e, mais c'est effarant. Donc, vous en avez un encore à Convention Félix-Faure récemment, vous en avez un 141 rue Croix-Niver, 44 rue du Théâtre. Presque la moitié des chantiers, c'est jamais prévu pour les PMR. Or, dans piéton, le PMR est un piéton, c'est compris dedans. Donc, est-ce que l'on pourrait dire, lors des réunions de chantier, dire qu'ils ont l'obligation de faire ça? Et bon, malheureusement, on ne peut pas leur dire qu'il y a une pénalité, sinon ils comprendraient beaucoup plus vite. Mais voilà, insister que le piéton, c'est aussi un PMR. Merci. Merci. Une autre question là-bas au fond, je vois. Oui, bonjour. Alors, Rémi Walter, Espace 2000. Moi, j'ai une petite question parce que, comme vous le savez, depuis le Covid, il y a énormément de télétravail. Maintenant, y compris dans notre tour où nous sommes une tour résidentielle. Alors effectivement, comme vous disiez, on parlait du rooftop. Bon, effectivement, vous nous parlez des façades opaques et ainsi de suite, mais il faut penser aussi que la tour Mirabeau fait 22 étages, 23 étages. La nôtre fait 32 étages. Donc ça veut dire que lorsqu'on est au 32e, automatiquement, on verra le rooftop et éventuellement les nuisances. Donc ça, c'est une première chose. Mais qu'est-ce que vous comptez faire éventuellement pour les personnes qui sont en télétravail, qui vont subir donc les nuisances sonores à la longueur de la journée? Nous en subissons énormément déjà à cause de la tour Cristal qui fait des travaux également le samedi. Donc c'est toute la semaine, c'est sans repos. Bon, alors je crois qu'ils ont arrêté le samedi après-midi, mais à voir. Et est-ce que vous avez prévu un dédommagement pour toutes ces personnes ou pour les copropriétés à côté? Alors Écoutez, aujourd'hui, la réponse est non, nous n'avons pas prévu de dédommagement dans la mesure où nous allons mener un chantier de rénovation. J'entends tout à fait votre point concernant le télétravail. Après, chacun est libre de l'occupation de son domaine privé, tout comme les personnes qui télétravaillent chez eux. J'entends bien qu'il y a des nuisances. Après, on va mettre tous les dispositifs en place pour atténuer au maximum ces nuisances, mettre en place des mesures acoustiques, un sonomètre, pour vérifier qu'on est bien réglementaire. Aujourd'hui, on n'a pas prévu de dispositif de la sorte. J'en profite juste pour compléter effectivement sur la question du bruit qui est de plus en plus importante à Paris et particulièrement à Beaugrenelle où tout prend beaucoup d'ampleur. Simplement pour rappeler la position de principe en fait, de la mairie du 15e, c'est une opposition
effectivement à tout usage des terrasses, que ce soit des immeubles de grande hauteur ou des immeubles bas du front de Seine. Donc pour les immeubles bas, c'est inscrit dans le plan local d'urbanisme qui va être adopté dans quelques semaines. Pour les immeubles de grande hauteur, c'est encadré, mais ce n'est pas interdit. Donc lorsque cette opération a été présentée au maire, il a rendu un avis. Ce n'est pas le maire du 15e qui délivre les permis de construire, mais il donne un avis et il s'est opposé à l'usage, même restreint, de la toiture côté Émile Zola. Donc la ville de Paris a délivré malgré tout le permis de construire. Aujourd'hui, je crois qu'on entend tous les précisions, les précautions qui sont mentionnées, voilà, et qu'on vient évidemment d'y être tous très attentifs parce qu'on sait que parfois les meilleures intentions peuvent être un peu détournées et que certains usages peuvent nuire aux riverains. Même si, comme vous l'avez dit, c'est bien du côté opposé au Tour Espace 2000 et aux autres que cet espace assez limité sera positionné. Donc là-dessus, évidemment, nous, bien que cette réserve du maire du 15e n'ait pas été entendue à l'hôtel de ville, on sera très vigilant, comme on l'est sur les autres bâtiments du front de Seine, sur la tour Cristal, particulièrement le toit est végétalisé, mais il n'y a pas d'accès, sauf pour l'entretien. Donc bon, là, ce ne sera pas le cas, mais il n'empêche qu'on y sera très, très attentif, quels que soient les preneurs de cet immeuble de bureau. S'il y a un dernier tour de questions. Alors, le projet Cristal avait été présenté avant le début des travaux dans cette enceinte. Il était prévu pour finir fin 2025. D'après les informations que j'ai, on est sur les premiers mois de 2026. Mais je pense qu'il faudrait que, si les conseillers de quartier qui fixent l'ordre du jour en sont d'accord, on ait peut-être un point d'étape courant 2025 sur une réunion publique ici, puisque le gros œuvre se poursuit, une grande partie est faite, mais après il y a tout le reste, et voilà, le lien en général entre cette nouvelle tour et son environnement. Oui, dans le micro. Nous avons eu des échanges avec le directeur de la Tour Cristal. A priori, ils ont 6 mois de retard. Voilà. J'en ai eu aussi et on ne m'a pas parlé de 6 mois. Moi, j'ai eu une discussion tout à l'heure avec Madame Baudot qui a discuté avec le directeur et il a dit il y a 6 mois de retard. J'ai eu en direct, mais on pourra vérifier. Très bien, merci. Lors des réflexions qu'il y avait le long, c'est pas grave, j'ai une voix qui porte. Oui, c'est pour la vidéo enregistrée. Bon, j'ai pratiquement fini, je suis désolée. On a vu ce que ça a donné lors des réflexions de tous les autres immeubles. C'est une catastrophe. De surcroît, on ne peut pas revenir en arrière avec la construction de ce nouveau centre. Moi, dès le départ, j'avais spécifié que les livraisons telles qu'elles étaient conçues pour le futur, ce serait une catastrophe. Et bon, on y vit. Tout le monde l'a subi. Tout le monde. Que ce soit n'importe quel tour, ici, tout le monde l'a subi. Le quartier, moi, je vous assure, j'ai énormément d'amis qui sont en train de fuir le quartier. Pour ceux qui peuvent, bien sûr.
Est-ce qu'on est bon au niveau des... Merci, madame. Est-ce qu'on est bon au niveau des questions sur ce sujet? Peut-être une toute dernière, pardonnez-moi. Ou est-ce que... Ah oui, monsieur Véron. Non, bonsoir à tous. J'imagine que les abords de l'immeuble seront faits en dernier, enfin dans les chantiers, c'est ça? Oui, d'accord. Le chantier sur les abords commencera lorsque la tour refaite sera livrée. C'est bien plus ou moins. Enfin, il y a peut-être un chevauchement. En fait, on essaye de travailler avec Jessina pour que les emprises de chantier qui sont au niveau du jardin soient libérées le plus tôt possible pour faire le second œuvre à l'intérieur. Et dès lors que ces emprises sont libérées, nous on attaque. Donc on commencera les études très vite, puisque les emprises seront libérées, on l'espère, rapidement, de telle sorte qu'une fois que les emprises sont libérées, nos études sont déjà faites et puis il n'y a plus qu'à donner les coups de pioche nécessaires pour que le jardin puisse s'embellir le plus rapidement possible. Je voudrais juste préciser, M. Le Gall parlait tout à l'heure de la continuité avec cette coulée verte qui se dessine, qui se construit année après année avec un tronçon qui est actuellement en cours entre la place de Brazzaville et l'ancien garage Renault. Donc l'idée, c'est bien celle-là, effectivement. Là, c'est sur une parcelle qui appartient à la SEM, mais je pense que le conseil de quartier, si ça l'intéresse, pourrait aussi travailler peut-être sur un projet de remise en état de l'espace vert qui est juste de l'autre côté de la contre-allée, qui se trouve aussi à proximité immédiate du pont Mirabeau et de la tour Mirabeau, qui lui aussi est dans un état assez dégradé et qui mériterait d'être remis en état. Mais là, on est sur un terrain de la ville de Paris, et donc c'est d'une autre compétence. Néanmoins, les conseils de quartier ont tout à fait vocation à déposer des projets. On l'a déjà fait ici pour l'île aux Cygnes, par exemple. Donc ça peut être un sujet, de travail pour nos prochains mois. Bien. Donc, on peut passer au deuxième sujet. Donc, le budget participatif, donc les projets lauréats pour 2024, un bilan des précédentes éditions, et puis sur les prochains projets. Donc, je donne la parole. Donc, c'est à Manon KNN, c'est ça. Donc, chargé de mission pour le budget participatif, Bureau des initiatives citoyennes. Et ensuite, donc, il y a aussi Monsieur Mathieu Louinard. Et ensuite, Monsieur Laurent Corbin aussi pour le TEP de Mourmelon. Mourlon, pardon. Pardon. Tout à fait. Vous avez besoin d'aide? Merci à ceux qui sont venus présenter. Merci. Oui, merci. Bonsoir, on m'entend? Oui, je pense. Donc effectivement, Manon Kainen, je travaille au Bureau des initiatives citoyennes pour le budget participatif. Donc, je vais revenir rapidement sur la 10e édition donc, qui vient de se terminer avec l'annonce des lauréats qui a eu lieu le 12 octobre. Donc les grands chiffres de la 10e édition. Donc on a eu cette année 1389 idées qui ont été proposées par les habitantes et habitants de la ville de Paris et des associations. Donc la fin de dépôt pour 2024, c'était début février. On a eu, une fois la recevabilité, l'instruction technique, etc., de ces idées, 235 projets soumis au vote en septembre, donc 14 projets à l'échelle parisienne, donc, qui concernent l'ensemble de la ville de Paris, et 221 dans les arrondissements. Et en septembre, 142 938 votes, et donc il y avait 457 urnes déployées dans tout Paris, en plus du vote numérique. Et au final, 121 projets lauréats. Donc, pour revenir sur les projets de tout Paris qui ont été lauréats cette année, on a ces 3 projets. Le premier qui consiste à installer des bancs publics supplémentaires et adaptés donc dans l'ensemble de la ville. Le second qui consiste à créer des jeux gratuits et en plein air pour les enfants. Et le dernier qui consiste à adapter les bâtiments, les toits, les bois au dérèglement climatique.
Donc pour le 15e arrondissement, il y a eu un certain nombre de projets lauréats. On va revenir, je vais passer en revue tous les projets lauréats et ensuite on va revenir plus en détail sur les projets qui concernent ce quartier. Donc on a eu des projets environnement, valoriser nos espaces verts. On a eu les équipements culturels, donc pour des équipements culturels inscrits dans le 21e siècle. Un projet sur les biodéchets pour mieux trier. Un projet améliorer les espaces dédiés aux chiens dans le 15e. Ensuite, des projets sport, poursuivre la modernisation des infrastructures de grands jeux dans le 15e, pour l'amélioration des infrastructures sportives dans le 15e, promouvoir une alimentation saine et durable, du numérique au CDL Brancion, pour des écoles plus accueillantes, et enfin une statue boulevard Pasteur et développer les équipements de plein air dans les parcs du 15e. Et donc, comme vous le voyez, il y a 4 projets qui étaient labellisés quartier populaire dans l'arrondissement. Donc, pour les projets qui concernent en particulier votre quartier, donc le premier projet, valoriser nos espaces verts, qui a été déposé par des habitantes et habitants, et donc qui regroupe plusieurs propositions qui ont pour objectif de valoriser et de rendre plus agréables plusieurs espaces verts du 15e. Donc sont proposés les aménagements suivants: l'installation de davantage de bancs dans le square de la place Étienne Pernet, la mise en place de mobilier sur la petite ceinture du 15e et la création de fontaines à eau sur l'île aux Cygnes. Le second, donc, pour des équipements culturels inscrits dans le 21e siècle, qui a été déposé par une habitante et l'association des parents et élèves du conservatoire municipal du 15e. Donc le conservatoire municipal du 15e est en cours de restructuration avec une extension et la rénovation des salles existantes. Et l'idée est de parachever ce projet ambitieux et de répondre pleinement aux besoins des enseignants et des élèves avec l'équipement de toutes les salles de cours de matériel informatique, l'acquisition de mobilier contemporain pour plus de confort pour les usagers du conservatoire et la mise en valeur des locaux rénovés et l'achat d'instruments pour équiper les salles nouvellement créées et pour accompagner le développement des activités pédagogiques. Et enfin, donc, le projet Améliorer les espaces dédiés aux chiens dans le 15e, qui a été déposé par l'association Écoterral, un collectif de propriétaires de chiens et des habitantes et habitants. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer les espaces dédiés aux chiens avec la rénovation, la revégétalisation et l'agrandissement de l'allée des chiens du parc Georges Brassens, la création d'un espace de liberté canine dans le quartier Javel-Beaugrenelle et l'aménagement d'un espace canin dans les squares Pablo Casals et Cambronne. Et je vous propose dans un second temps donc de revenir sur certains projets terminés qui ont été votés au budget participatif. Donc un projet assez ancien, le projet Tous Récup, qui consistait à financer l'achat de paquets de bienvenue à la destination du Repère Café Paris, donc qui est une association qui organise des rencontres où on peut réparer les objets. Et donc il y a un certain nombre d'antennes qui ont été déployées dans l'ensemble de Paris par cette association, dont le foyer de Grenelle dans le 15e arrondissement. Donc c'était un projet de 2019 qui a permis ce financement. Donc ce projet Embellir les écoles, voté en 2018, qui a été livré en 2019 et qui a principalement permis d'équiper les écoles de l'arrondissement de nouveaux jeux de cours, et notamment donc l'école Émile Zola, l'école maternelle, où on se trouve. Le projet Rénover nos écoles, qui a été lui voté en 2021, livré en 2023, qui a permis la rénovation de plusieurs écoles, et notamment la transformation de la cour de l'école maternelle Zola, encore une fois, en cour Oasis. Et le projet Favoriser la pratique sportive dans le 15e, qui a été voté en 2022, qui n'est pas encore réalisé à 100%, mais la partie qui concerne le TEP Mourlon, donc la réfection des sols et de la piste d'athlétisme et la transformation des terrains de basket de ce TEP est terminée. Donc voilà. Et ce que je vous propose, c'est de revenir sur des projets qui sont en cours de réalisation.
Je ne sais pas si on passe tout de suite aux questions, peut-être, s'il y a des... Effectivement, il y a, sur Mourlon, donc, il y avait des travaux qui ont été réalisés cette année, hein, lors du premier semestre, qui étaient donc pris sur le budget participatif 2022, hein, dont on a eu les budgets en 2023, donc avec une réalisation sur le premier semestre, avant l'été, donc qui était la reprise de la piste et de ses abords et la création donc, de ces baskets 3-3. Et on a un deuxième budget participatif, donc je pense que vous allez peut-être l'évoquer, mais voilà, qui a été donc voté en 2023 avec les budgets qui ont été obtenus donc, en début d'année, qui est la couverture des tennis. Donc un projet assez ambitieux. Faut voir, la couverture, c'est 7 mètres hein, au-dessus des tennis, puisque c'est la hauteur minimum pour une bonne pratique du tennis. Avec en plus ici des contraintes techniques assez importantes puisqu'on est sur une dalle. Donc là, on est en train de travailler déjà pour identifier tous les... parce qu'il y a des propriétaires sous la dalle, donc de pouvoir voir comment on va pouvoir se fixer, ce qui conditionne aussi le projet qu'on va pouvoir réaliser en termes de charges, puisque en fonction des charges, le projet sera... Enfin, il faut qu'on voit exactement sur quoi on peut se fixer pour savoir quelles les charges qu'on peut amener. Les charges, c'est à la fois le poids de la couverture, ce qui n'est pas le plus contraignant là, mais surtout la prise au vent, puisqu'on va aussi éventuellement tirer sur la structure. Donc ça, ce sont des choses qu'on sait faire, hein, voilà, mais qui nécessitent un petit peu déjà d'identification de tous les volumes, de la division au volume pour savoir effectivement les autorisations éventuelles qu'on aura à solliciter auprès des propriétaires, faire les calculs ensuite de faisabilité de cette couverture, et puis ensuite avoir un maître d'œuvre qui va pouvoir dessiner la couverture. Comme on évoquait tout à l'heure hein, le PLU bioclimatique, sachez que le PLU bioclimatique prévoit explicitement là, sur la parcelle qu'il y ait une attention particulière sur les nuisances sonores et sur la concertation, ce qui veut dire que le permis de construire de cette couverture, puisque s'agissant d'une couverture, il y aura obligatoirement un permis de construire, n'est recevable que s'il y a une concertation préalable. Voilà, donc on viendra forcément vous présenter avec l'équipe de maîtrise d'œuvre lorsqu'elle sera désignée les projets pour que vous puissiez voir effectivement ce qui sera réalisé et éventuellement l'amender, le corriger. Enfin voilà, c'est vraiment une concertation, ce ne sera pas juste une présentation. Voilà, je vous laisse peut-être reprendre la parole et puis on pourra... Ou je peux juste aussi rappeler hein, donc les travaux, effectivement. Il y avait aussi en 2022 la reprise des cours de tennis. Là, c'était financé pas sur les budgets participatifs, mais sur des budgets de la mairie d'arrondissement. Voilà. Et puis après, je pourrais répondre à vos questions si vous en avez. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade ou est-ce que je reviens peut-être sur... Déjà, moi, alors, oui, je pense qu'on va parler de tout et puis après, vous poserez vos questions si vous voulez bien. Donc, moi, je veux bien que vous fassiez le bilan des projets. Oui, donc là, voilà, je vous ai présenté quelques projets qui sont complètement terminés. Il y a aussi quelques projets qui ont été votés l'année dernière qui sont non terminés, ce qui est assez logique parce que voilà, ça prend souvent un peu de temps. Parmi les projets qui ont été votés l'année dernière, il y a notamment le projet des espaces verts plus agréables pour petits et grands, donc qui comprend 3 opérations différentes. Pour lesquelles j'ai demandé à la direction, donc, qui est la DEV, la direction des espaces verts, où en était le projet. Il y a 2 opérations pour lesquelles on est en stade d'études uniquement. Pour l'opération de cette... je vais essayer de parler dans des termes qui ne sont pas trop techniques. Donc, en général, il y a plusieurs chantiers dans un projet. Là, en l'occurrence, il y a 3 chantiers différents. Le 3e un calendrier a été fixé. Les travaux sont prévus au Square Necker du 27 juillet au 31 décembre 2024 pour développer des îlots de fraîcheur donc dans cet espace. Pour les autres chantiers, je suis en attente d'informations. Le projet Favoriser le sport de plein air qui a été également voté l'année dernière, donc qui consiste à multiplier le nombre d'agrès sportifs de rue librement accessibles dans le 15e et aussi de réparer ceux qui ont été endommagés, notamment sur l'île aux Cygnes. Donc sur l'île aux Cygnes où il est également proposé de réaliser une réfection des sols. Donc il y a un premier engagement qui a été effectué pour les jardins de l'Atlantique, donc des travaux qui seront réalisés d'ici la fin de l'année 2024
pour cette partie de chantier donc d'installation d'agrès dans les squares. Pour le projet construction d'un ascenseur d'accès à la bibliothèque Le Courbe, donc c'est ce qui consiste à, comme le titre l'indique, à installer un ascenseur et faciliter donc l'accessibilité de la bibliothèque, qui est donc située au 2e étage du bâtiment qui l'abrite. Le projet est en cours de réalisation. On en est à une phase d'étude et les travaux sont prévus entre août 2025 et décembre 2025. Donc voilà, on a aussi un projet qui a été voté l'année dernière qui est dans la thématique solidarité, qui s'intitule Un 15e plus solidaire. Et donc il consiste à apporter un soutien au projet de 2 associations qui ont été reconnues pour leur investissement en faveur du 15e. Donc l'atelier des familles, il s'agit d'une part de l'adapter, donc il est situé rue de l'Ourmel, de l'adapter à l'accueil d'enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme, à la pratique d'activités sportives, à l'éveil musical, à la motricité des enfants, et enfin d'aménager un espace de lecture. Et d'autre part, ce projet prévoit de financer l'achat d'une camionnette électrique destinée à faciliter la collecte de dons de meubles entre particuliers, qui permettent à l'association pour l'amitié d'aménager des appartements pour d'anciens sans-abri en situation de handicap. Donc ce projet comprend 2 chantiers et encore en phase d'étude. Donc voilà. Et le projet qui a été également voté l'année dernière, qui s'appelle Prolonger la coulée verte quai de Grenelle, prend un peu de retard du fait de travaux de construction. Oui, je peux en parler, mais pas pour en dire énormément. C'est-à-dire qu'il y a un retard qui a été pris par les travaux de construction. Les travaux n'auront pas lieu... Je ne sais pas si on parle de la même tranche de la coulée verte qui est en 5 morceaux, mais celui qui va de la rue de la place de Brazzaville jusqu'au garage Renault, l'ancien garage Renault est en cours, puisqu'il s'agit d'ajouter environ 2000 m² donc de verdure et planter 8 arbres sur ce tronçon. En fait, vous avez vu que de part et d'autre du square Béla Bartok, il y a 2 chantiers qui sont en cours, l'un justement pour terminer cette coulée verte jusqu'au garage Renault, et l'autre pour agrandir la place de Brazzaville en ouvrant davantage le square sur cette place. Donc les 2 chantiers sont effectivement coordonnés pour au total ajouter une 12aine d'arbres sur ces 2 endroits. Avec une fin au printemps pour le quai de Grenelle et un peu plus tard, plutôt juin-juillet, pour la place de Brazzaville. Donc c'est bon pour le bilan. Alors donc à vos questions. Monsieur. Merci. Merci pour ces informations, mais beaucoup d'informations n'étaient pas destinées, je dirais, au quartier. Je vais me recentrer un petit peu sur certains points. En 2021, donc, il y a un budget participatif de 1 200 000 € qui a été voté pour la poursuite de la coulée verte. Ensuite, en 2023, il y a eu un rajout pour le prolongement de la coulée verte quai de Grenelle pour 500 000 €. Donc on est à 1 700 000 € et on aurait aimé savoir, aujourd'hui on a un budget, mais on n'a pas les dépenses réelles en face. Donc on voudrait savoir quels sont les montants réels de ces investissements en termes de participation et de budget. Ça, c'est le premier point. Et après, il y a d'autres sujets concernant l'amélioration. Je vais vous laisser répondre et puis je vous poserai les autres questions après. On était plutôt dans l'idée de prendre plusieurs questions en même temps. Donc, si vous voulez poser vos autres questions, ça le fait aussi. Hein. Allez-y, monsieur. Non, mais je regarde parce que j'ai d'autres points. Ok. Comme vous le sentez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Alors moi, je m'inquiète beaucoup sur ce petit bout de la rue de Javel qui va d'Émile Zola au quai André Citroën, qui est une zone complètement abandonnée. Les trottoirs sont des patchworks de petits bouts de bitume qui sont rajoutés les uns aux autres. Autour des arbres, les pavés sont descellés. Je me demande même comment il n'y a pas plus d'accident.
On est cerné par la tour Mirabeau qui va être en rénovation, par la tour Cristal, par la future construction de l'école, par la rénovation du bâtiment Orange, par les camions qui vont passer. Et là, vous parlez d'un espace dédié aux chiens, Javel-Beaugrenelle. Donc, ça fait un peu beaucoup pour nous. Et j'aimerais savoir ce que vous entendez par là et où. Alors, je vais répondre aux deux questions. Sur l'espace Javel-Beaugrenelle, donc, vous avez compris que ce n'est pas une proposition de la mairie d'arrondissement, ce sont des projets qui sont initiés par les habitants. Lorsque le budget, dans le fonctionnement du budget participatif, la première idée qui est formulée, les idées sont formulées de manière extrêmement succincte. Donc, le porteur de projet a formulé Javel-Beaugrenelle. Ensuite, dans l'étude préalable qui a été faite par la ville de Paris, ça a été précisé Square Pablo Casals et Square Cambronne, qui n'est pas dans notre quartier. Donc pour moi, il n'est pas question, en tout cas, je n'ai pas du tout entendu parler d'un espace canin à cet endroit près de chez vous. Mais comme le disait Madame, ce qui a eu lieu jusque-là, jusqu'au vote des Parisiens, c'est uniquement une étude de faisabilité assez légère avant de vraies études techniques. C'est-à-dire s'il est question ou pas d'installer ce canipark comme le demandent les associations en question dans le Square Cambronne par exemple, évidemment il va falloir voir à quel endroit, selon quelles modalités, quels horaires d'ouverture, etc. Donc tout ça n'est pas du tout... on est vraiment très tôt. Vous avez vu que les projets qui sont présentés, qui sont lauréats du budget participatif, prennent souvent plusieurs années pour être réalisés. Sur la question de la coulée verte, monsieur, vous avez rappelé effectivement les montants, puisque les choses se sont faites en partant de Mirabeau jusqu'à la rue du Docteur Finlay, où les choses donc sont en cours. Effectivement, en plusieurs tronçons, de plusieurs centaines de mètres chacun. Alors là-dessus, je vous renvoie. C'est vrai qu'on a eu des présentations de chaque tronçon en conseil de quartier, soit dans ce conseil de quartier, soit dans le conseil de quartier duplex, puisque Beaugrenelle est un petit peu réparti entre ces deux conseils de quartier. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, puisque tout est enregistré, merci d'ailleurs à ceux qui s'en occupent, à consulter les vidéos. Sur la tranche qui est actuellement en cours de réalisation, on a eu une présentation dans le cadre du conseil de quartier duplex, c'était il y a sans doute c'était il y a un an très précisément, et avec d'ailleurs des modifications sensibles qui avaient été apportées à ce projet à la demande des habitants, puisqu'il était prévu initialement de fermer la contre-allée à la circulation. Voilà. Ce qui n'est pas le cas. Le square sera davantage ouvert sur la coulée verte, mais en maintenant les circulations afin d'éviter des reports aussi à l'arrière dans les rues du voisinage. Bon, alors je sors un peu du budget participatif. Non. Mais tant qu'on est, parce que j'habite aussi au 17-21 rue de Javel, et il y a devant la station-service, il y a un endroit où il y a plein de petits pavés. Actuellement, avec toutes les racines des arbres, ces petits pavés passent leur temps à bouger. Et moi, j'ai une amie qui s'est cassé le fémur l'an dernier en butant sur un pavé, mais qui dépassait d'un demi-centimètre. Et c'est très dangereux parce que régulièrement, ce que je dis, les rues de Paris, à l'heure actuelle, c'est des vrais pièges pour les personnes âgées. C'est terrible. Et les arbres, effectivement, c'est très bien de mettre des arbres partout, mais les racines vont à 3 mètres plus loin et abîment la chaussée. Donc, s'il y a des pavés autour... Oui, effectivement, j'ai bien en tête les arbres dont vous parlez devant la supérette notamment, c'est ça et voilà. Oui. Voilà, de toute façon, je crois qu'on est absolument d'accord ici. C'est pas mon collègue premier adjoint qui dira le contraire. Nous regrettons à la mairie d'arrondissement que l'entretien des rues ne soit pas une priorité de la ville de Paris. Nous ne cessons de demander plus de moyens pour ça, et parfois on a l'impression que l'argent va là où il ne devrait pas aller. Mais il n'empêche que sur ce que vous venez de dire, on va le faire remonter de nouveau à la direction de la voirie en demandant qu'une intervention soit faite pour sécuriser ces endroits. Mais c'est vrai qu'en particulier toute la gestion des pieds d'arbres,
ne nous convient pas, que ce soit la végétalisation, en tout cas elle est présentée comme telle, mais qui suscite beaucoup de plaintes des riverains, comme ce que vous dites, le fait que lorsqu'il y a des racines qui ressortent, ça crée en effet des problèmes et des risques de chute qui sont assez nombreuses malheureusement. Oui, je voulais simplement poser une question. Là, vous dites que les rues sont dans un mauvais état, mais en fait, dans les rues, il y a le trottoir et la chaussée. Et donc, on voit beaucoup, très souvent dans le 15e, rue Émile Zola, que les chaussées sont régulièrement faites dans le 15e. Or, il n'en est pas de même pour le trottoir. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée du pourcentage des travaux qui sont réalisés dans le 15e pour la chaussée et pour les trottoirs? Merci. Moi, j'ai pas cette information. On pourra la demander au service de voirie. C'est vrai que les travaux se font de manière souvent beaucoup trop restreinte par rapport à ce qu'on aimerait. Vous avez vu que le tapis, c'est-à-dire la chaussée de l'avenue Émile Zola, ici, a été refait, mais seulement sur une portion, jusqu'aux 4 heures Peignot, parce que le budget n'était pas suffisant pour aller au-delà. Et effectivement, lorsqu'il y a des interventions nécessaires sur les trottoirs, c'est priorisé. Lorsque pour d'autres raisons, c'est sur la chaussée. Mais bon, je posais la question à M. Pinet, qui est l'adjoint chargé de la voirie, à moins que... Non, je doute qu'on ait une ventilation comme ça. Pour être très honnête, madame, je crois qu'il n'y a pas de requêtage possible pour distinguer. Là, il faudrait faire un calcul qui demanderait beaucoup de temps aux agents. Et pour le coup, peut-être mieux qu'ils soient plus sur le trottoir que dans leur bureau. Mais je crois que cette donnée n'est pas disponible, pour être très honnête. On le vérifiera dans l'intervalle avec le collègue adjoint, mais je ne suis pas convaincu du tout. Ça sous le contrôle des collègues qui sont agents de la ville de Paris. Mais ça nous semblerait assez... ça serait une bonne nouvelle, en tout cas. On va vérifier ça. Apporter une précision, parce que je vois que Madame Roll, qui est principale du collège Apollinaire, juste voisin, est là. C'est vrai que dans les projets budget participatif, il y a beaucoup de réflexions de cours d'école, mais il y a aussi la cour du collège qui doit être faite très prochainement, à l'été prochain. Donc un peu dans le même esprit d'ailleurs de plantation et de verdissement de cet espace. Oui, allez-y. Merci. Donc les autres questions. Donc vous avez mentionné le parc Béla Bartók. Il y a des petits travaux qui ont été faits et on voudrait savoir concernant la fontaine. Il avait été demandé à ce qu'elle soit remise en état et en eau. Où vous en êtes? Parce qu'il y avait un budget de 610 000 € qui avait été prévu dans le budget participatif 2023 pour des espaces verts plus agréables pour petits et grands. Donc, le parc Béla Bartók en fait partie. Donc la question, quand est-ce que vous allez intervenir sur la réfection, je dirais, de la fontaine? Excusez-moi, c'est la première question. Après, je peux poser l'autre si vous voulez, ou vous pouvez répondre comme vous voulez. Oui, donc effectivement c'est un projet que j'ai évoqué, donc qui comprend 3 chantiers différents et je suis en attente d'éléments de la part de la direction par rapport à la partie qui concerne Béla Bartók. Pour l'instant je ne peux pas vous répondre. Moi je voyais le jardinier tout à l'heure de Béla Bartók, la fontaine aux cristaux que vous évoquez, c'est pas prévu encore. C'est-à-dire qu'effectivement la difficulté avec ces projets budget participatif, c'est que ça couvre souvent tout l'arrondissement et donc quand on dit remettre en état des espaces verts ou des fontaines, ensuite les fonds sont orientés vers tel ou tel square, parc du 15e. Là il y a eu le canal du parc André Citroën il y a quelques mois. Moi, je n'ai pas connaissance, malheureusement, de prochains travaux sur cette fontaine, ce qui serait en effet une bonne chose. C'est vrai que sur le quartier de Beaugrenelle, on a eu, au cours des 2 dernières années, des travaux sur 2 espaces verts qui sont l'île aux Cygnes, dont l'allée a été refaite, et un certain nombre de travaux qui ne sont pas finis d'ailleurs, et sur le square Pablo Casals, mais par contre, Béla Bartók, les travaux se font de part et d'autre, comme je disais, sur le quai d'une part, sur la place de Brazzaville, mais pas encore, et certainement il y a beaucoup de choses à faire aussi à l'intérieur de ce square qui est quand même très apprécié des riverains. Et l'autre question, c'est Monsieur Corbin, vous avez mentionné les travaux concernant le stade Mourlon, avec la réfection de la piste plus la pose de paniers de basket.
Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner le coût? Parce qu'il y avait un budget provisionné, un budget d'1,9 million pour plusieurs choses, en fait. Ce n'était pas limité simplement à ce stade. Exactement, ouais. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un autre budget qui avait été revoté en 2023 pour 1,5 million aussi. Donc il y a un budget d'1,5 million en 2023 pour les baskets joueront pour tous par tous les temps, oui, et favoriser la pratique du sport à 1,9 million. C'est ça, il y a deux projets. Hein. Donc effectivement, le projet voté en 2022, donc qui s'appelait favoriser la pratique, qui a permis la rénovation donc des terrains, qui ne concernait pas que Mourlon, mais il concernait aussi le TEP de la Croix-Niver, dont les travaux ont aussi été effectués. Je n'ai pas le détail, alors on l'a, hein, parce que ça c'est identifié par opération. Par contre, je n'avais pas anticipé cette question sur les montants, mais c'est des choses qu'on pourra, je pense, via la mairie, vous transmettre relativement facilement, hein, sur les travaux qui ont été réalisés, le bilan de ce budget participatif. Et celui de 2023, c'est celui qui va permettre de faire la couverture. Donc pour l'instant, voilà, il n'y a pas que la couverture, hein, puisque il n'y a pas que sur Mourlon, hein, puisque ça concerne aussi, je crois, Croix-Niver aussi, sur des couvertures de basket. Alors pour l'instant, le calendrier n'est pas complètement figé. Voilà, faut pas, les études vont se faire surtout sur courant 2025. En gros, l'idée, c'est d'avoir un marché de maîtrise d'œuvre pour la fin du premier semestre. Ce ne sont pas des études de maîtrise d'œuvre très compliquées, parce que voilà, c'est une construction relativement simple. Donc pour avoir les études qui soient terminées courant 2025 et ensuite les marchés de travaux pour une réalisation courant 2026. Voilà, c'est le calendrier prévisionnel, sous réserve effectivement peut-être de difficultés. Hein. J'évoquais le fait qu'on était sur une dalle. Si on a des renforcements de structure à prévoir, ce qui n'est pas impossible, hein, pour pouvoir venir se fixer justement sur toute la structure existante, voilà, ça peut compliquer les choses. Mais voilà, l'idée, c'est cette épure, en tout cas, de calendrier qui n'est pas figé, hein, pour l'instant. Ce qui sera intéressant, c'est par rapport à vos budgets participatifs et les sommes données, ce qui serait intéressant d'avoir, c'est un coût budgété et vraiment les dépenses engagées derrière pour pouvoir voir réellement ce qui a été fait par rapport à notre quartier et sur l'ensemble de l'enveloppe qui avait été donnée. Oui, aujourd'hui, alors ça, en tout cas pour la partie sportive, les opérations sont distinguées après. Donc on a vraiment le bilan et les factures de ce qui a été payé opération par opération. Je n'avais juste pas préparé, j'aurais pu avoir le montant ce soir, je suis désolé, mais je pense que via la mairie, on pourra vous transmettre ça très facilement. En tout cas, on a les données. Hein. Donc là, sur ce qui a été fait sur Mourlon, on peut parfaitement identifier ce qui a été fait sur la piste, etc. Il n'y a pas aucune difficulté pour vous transmettre ces montants-là. J'ai juste une dernière remarque. Quand vous parlez de Mourlon avec la couverture qui va être mise, est-ce que si vous avez des difficultés avec les riverains, comment ça va se passer? Parce que je sais qu'il y a certains riverains qui s'opposent à la mise en place de cette couverture. Je dirais que ça, c'est le jeu de la concertation, justement. Il y aura une concertation, et puis à l'issue de cette concertation, s'il y a vraiment une opposition plus importante, potentiellement le projet pourrait être abandonné. Ce n'est pas l'idée. Je crois que l'idée, c'est plutôt de le discuter, de convaincre aussi, d'expliquer ce qui va pouvoir être fait, de voir aussi les modalités d'utilisation, parce que qui dit couverture dit aussi potentiellement augmentation de la pratique, ce qui peut aller à l'encontre du problème de nuisance. Donc c'est aussi tout un équilibre, et ce type de choses peuvent se régler par les horaires d'ouverture, les possibilités de fermeture ou pas. Enfin, vous voyez, il y a toutes ces choses-là qui peuvent se discuter en tout cas. Effectivement, alors sur cette couverture, le projet a été initié par des habitants qui, il y en a peut-être qui sont contre, mais qui espèrent vraiment que cet aménagement réduise les nuisances que certains vivent avec ce stade. Pas tellement sur la pratique du tennis, d'ailleurs, pour laquelle moi, je n'ai pas de plainte, mais éventuellement sur celle du basket, qui est beaucoup plus problématique. Donc, c'est une des réponses. D'autres réponses, c'est de réduire les créneaux d'usage. Donc, ça, c'était décidé et ce sera mis en place dans les prochaines semaines, de manière à ce qu'il n'y ait plus de pratique, notamment après 20h. On peut comprendre que des habitants des tours voisines sur plusieurs terrains de basket subissent ça de manière un peu difficile. Deuxièmement, qu'il n'y ait plus que ces terrains ne soient plus utilisés pour des associations sportives, mais vraiment pour des
des personnes privées ou des scolaires. Donc voilà, de manière à encadrer tout cela et que ce TEP qui, je pense, unique en son genre à Paris, puisqu'il est sur une dalle, entouré de tours, donc il fait l'objet d'une attention vraiment spéciale. Et monsieur le disait tout à l'heure, dans le PLU, donc le plan local d'urbanisme que la ville de Paris va à faire voter dans quelques semaines, la mairie du 15e a obtenu que le chapitre sur Beaugrenelle soit complètement rédigé et en intégrant notamment le fait que Mourlon, rien ne s'y fait sans concertation. C'est-à-dire que, monsieur le disait, un permis de construire devra être déposé et pour qu'il soit délivré, ça nécessitera qu'il y ait une discussion, donc un comité de pilotage, qu'on associe les riverains, les syndics de copropriété des immeubles, des associations de Beaugrenelle, etc. Et on y sera évidemment très, très vigilant. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade? Non? Oui? Je suis petit, donc je me lève. Bonjour à toutes et à tous. J'ai une question vis-à-vis d'un projet participatif précédent. C'était le petit skatepark Place de la Laïcité, qui date de 2017. Je ne sais pas si vous avez eu des retours vis-à-vis de ce skatepark. En tout cas, il est assez réduit. Et deux routes passent à côté. C'est assez dangereux, assez peu praticable. J'y vais assez souvent, il y a assez peu de monde. Je voulais savoir s'il y avait des réflexions sur la possibilité de créer d'autres espaces qui soient plus aptes à la pratique. Merci. Effectivement, au sein de la DJS, il y a de nombreuses réflexions sur le développement de toutes les pratiques de glisse. Pas spécifiquement sur la laïcité, mais il y a des réflexions aujourd'hui pour, d'une part, améliorer ce qu'on appelle les espaces de glisse existants. Donc on en a plusieurs. Il y a le GP18, il y a le parc de Bercy aussi où il y a un grand skatepark. Donc il y a des travaux sur ça. Et puis effectivement sur l'espace public aussi des aménagements d'espaces de glisse, donc soit du street, soit des rampes. Donc il y a effectivement c'est une des priorités. C'est en tout cas une de nos missions d'investir un peu plus l'espace public. Donc il y a la glisse, il n'y a pas que de la glisse, il y a aussi la mise en place d'agrès, la création de parcours sportifs. Moi je suis chef du service de l'équipement et donc ça dénote par le terme même cette notion, on fait du sport dans un équipement et c'est des choses, justement on est en train de sortir un peu de nos équipements, d'investir l'espace public. Il y a eu la pandémie qui a prouvé d'ailleurs que à l'époque où tous les équipements étaient fermés, les gens faisaient quand même du sport, ils allaient dans les squares, ils allaient courir dans les rues, sur les quais, etc. Et donc, nous, on accompagne, de toute façon, ça se fait indépendamment de nous. Je dirais des gens qui... On sait qu'aujourd'hui, les gens font du sport majoritairement hors du tissu associatif. C'est-à-dire que l'adhésion, prendre une licence dans un club, c'est plus ce qui est majoritaire aujourd'hui sur le sport, ça a évolué. Il y a les réseaux sociaux, les communautés, les gens se rassemblent plus sur ces modes-là. Et donc la DJS, bien sûr, cherche à accompagner ce mouvement-là parce que c'est comme ça que le sport évolue aujourd'hui. Donc pour répondre à M. Serassi, je ne le vois plus, mais oui, effectivement, il y a un comité glisse qui a été créé. Moi, j'y participe, mais que pour la partie travaux, mais on a une personne qui s'appelle Paolo Guidi au sein de la DJS qui est un spécialiste de c'est très compliqué la glisse. Il y a plein de disciplines et les gens sont pas forcément toujours en phase entre le BMX, le street. Je maîtrise pas toutes les nuances de glisse et de sport urbain, mais c'est effectivement une chose sur laquelle la DGS travaille beaucoup aujourd'hui. Si c'est bon pour les questions sur le budget participatif, est-ce que on peut faire une séance de questions ouvertes, si vous voulez? Ou pas? Oui, apparemment. Madame, tout devant, s'il vous plaît. Merci. Allez-y. Oui, pour information, est-ce qu'il est possible d'avoir une synthèse précise du nombre d'aménagements au niveau des piscines, au niveau des terrains de basket, j'en passe et des meilleurs, sur le 15e arrondissement, qui est le plus gros arrondissement de Paris. Parce qu'on parle, mais finalement, il y a des familles qui sont un petit peu
dans l'expectative pour inscrire leurs enfants, pour faire du sport. Parce que finalement, moi, je me rends compte qu'on n'est pas si bien équipé que ça dans le 15e, en tout cas dans ce secteur-là. On a 2 piscines, mais vu le nombre d'habitants, un bassin de 50 mètres, c'est Keller, l'autre qui est à côté de Mourmelon, mais il n'y a pas grand-chose. Hein. Il faut aller à l'autre bout du 15e pour trouver des piscines. Il y en a une sous la tour Montparnasse. Il y en a une pas très loin de la mairie, mais moi, je trouve que c'est vraiment restreint pour le 15e. Et ça, j'ai l'impression qu'on n'y pense pas plus que ça. Moi, je laisserai la parole pour la partie sportive à mon voisin de table. De manière générale, sur les équipements publics dans le 15e arrondissement, vous avez raison, on est en deçà de la moyenne parisienne. En gros, on a 33 équipements par 10 000 habitants. Et la moyenne parisienne, c'est 45 par 10 000 habitants. Donc on est très en deçà, alors qu'à l'inverse, on est quasiment dans les premiers en densité. Voilà. On n'est pas le premier, mais on est quasiment le premier, dans une ville qui est elle-même la plus dense de toute l'Europe, je le dis au passage. Et pendant qu'on se parle, vous savez qu'on continue de densifier. On a eu un grand débat hier au conseil d'arrondissement. Ça densifie encore massivement, et les équipements ne suivent pas. Parce que vous voyez, dans le PLU, on accélère la densification, et en même temps, on ne met pas dans le PLU des nouveaux équipements. Vous voyez, par exemple, il nous faut un centre d'animation dans le nord-ouest pour les jeunes. Il n'est pas dedans. La maison d'association, on voudrait une deuxième maison d'association, il n'est pas dedans non plus. On voudrait plus de centres de santé de catégorie 1. On voudrait 7. On en a eu quelques-uns, on ne va pas non plus là-dessus pleurer, mais on est très très loin du compte. Et encore, nos demandes, nous estimons qu'elles sont raisonnables. Et en contrepartie, on maintient la phare sur les quais, donc ça, au détriment des espaces verts. Et les outils qui sont mis en place pour la densification sont absolument disproportionnés. Et c'est exorbitant de droit commun, moi je serais tenté de dire. Alors que pour protéger les espaces verts, ça c'est une donnée plus politique, vous m'excuserez, mais pour les espaces verts, les outils sont tout à fait limités. On ne met pas la même hargne, la même force pour protéger les espaces verts qu'on en met pour la densification. Donc en effet, madame, vous avez raison. Et nous luttons, le maire de l'arrondissement, la sénatrice Philippe Goujon et Annie Sabrine luttent tout le temps, et la semaine prochaine encore au Conseil de Paris pour demander des équipements complémentaires, ce qui n'est pas encore injouable, même si c'est évidemment plus difficile. Alors, pour la partie sportive, là, je ne maîtrise pas à ce point-là le détail par rapport aux autres arrondissements. Peut-être que monsieur... Et de surcroît, quand il y a des bêtises de fait, elles sont irréversibles. Et là, je vais citer un exemple très précis. C'est le collège qui donne dans la rue Émile Zola, qui disposait quand même d'un terrain de sport à l'arrière de son collège, terrain sur lequel les enfants pouvaient jouer au basket, faire du saut en hauteur, j'en passe, et des meilleurs. Il était réquisitionné pour faire un immeuble de quoi ? De 20 appartements, complètement castré entre un hôtel et le gymnase. Et les enfants, ils font leur gymnastique où ? Moi, je les ai vus faire sur le béton, sous le gymnase. C'est une honte. Sacrifier un terrain comme celui-là, et après on viendra critiquer ces mômes, mais ils n'ont rien. Ils ne peuvent pas faire de sport. Moi, je vous assure, ça m'a mise en colère. Pas une personne n'a réagi dans le quartier, ni les parents, les enseignants, j'en sais rien. Mais à quoi est-ce qu'on a joué dans ce quartier ? À quoi est-ce qu'on a joué ? En revanche, madame, ça n'est peut-être pas visible évidemment à l'échelle de Paris, mais je peux vous garantir que vos élus, au premier rang duquel votre adjoint de quartier, se battent depuis, Philippe Goujon est là depuis 20 ans. C'est un combat du quotidien. Là, vous parlez d'un opérateur public, Paris Habitat. En l'espèce, il y en a d'autres aussi, parce que vous savez, il y a plusieurs moyens d'agir. La ville en direct, les bailleurs sociaux aussi peuvent le faire. Donc c'est une action plutôt latérale, mais c'est un combat tout le jour pour... Mais dans le malheur, je serais tenté de vous dire quelque chose, encore que, même quand on n'arrive pas à empêcher la réalisation d'une opération, on arrive en tout cas à la menuiser. Ça vous paraît picrocolin, j'en conviens, mais dans le malheur, on peut se satisfaire déjà de ça, mais je peux vous assurer que toutes les semaines, c'est à peu près 3-4 réunions urbanisme qui sont réalisées à la mairie du 15e avec Claire de Clémentonin et Philippe Goujon pour justement éviter ça, pour dédensifier, pour en tout cas limiter le dérapage, tout simplement, de l'urbanisme dans le 15e arrondissement. Voilà. Et pendant ce temps, on vous dit on dit que la ville est plus respirable, qu'on fait des espaces verts, etc. Ouais, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Alors, par contre, moi, sur les statistiques propres aux équipements sportifs, on les a à la DGS. Moi, je suis sur un service travaux, donc je ne les ai pas forcément en tête. Ce que je peux dire, c'est que
4 piscines sur l'arrondissement, c'est, je pense, une bonne moyenne. Après, c'est effectivement à comparer à la population. Créer des piscines supplémentaires, c'est quand même très complexe. Il faut des emprises, c'est toute notre difficulté. Nous, on crée quelques piscines, on a 3, il y en a 2 qui ont été livrées dans les dernières années. Hein. Il y en a une dans le 20e, il y en a une dans le 14e, Porte d'Orléans. Il y en a une en travaux actuellement dans le 18e, qui devrait être livrée à l'horizon été 2025. Mais voilà, et puis il y a des projets, après il y a un projet sur le 13e, mais voilà, il faut trouver des emprises. Nous, on travaille aussi beaucoup justement ça revient à ce que un peu aussi ce que je disais tout à l'heure sur on investit l'espace public, mais on cherche aussi, alors c'est de la densification, à optimiser les espaces. On a des grandes emprises sportives. Je pense par exemple dans le 15e, il y a la Plaine, je crois que vous n'avez pas cité comme piscine qui va rouvrir bientôt, qui était en travaux, donc ça en fait 5 en fait. Mais bon, peu importe, c'est pas. Mais voilà, donc on a des grands centres comme ça et on essaie de voir tout ce qu'on peut faire pour augmenter le nombre de mètres carrés sportifs. Dans les projets qu'il y a sur le 15e, il y a aussi l'extension du parc Suzanne Lenglen sur l'héliport, puisque ADP doit rendre à terme, alors les échéances, là c'est très compliqué, il y a beaucoup de négociations, etc. Mais dans le cadre de cette extension de Suzanne Lenglen, nous, DJS, on va récupérer une halle, normalement, qui permettra de créer un nouvel équipement sportif. Donc voilà, on cherche, nous, tous les mètres carrés que l'on peut trouver pour créer des nouveaux équipements sportifs. Je ne vais pas dire qu'on se jette dessus comme des morts de faim, mais c'est un petit peu c'est un peu quand même notre espère. Après, il y a des négociations, enfin voilà. Oui, bien sûr, la baignade. Non, voilà. Bah, écoutez, je suis non, c'est vrai. J'ai été maître nageur quand j'étais jeune. Moi, vous me donnez 10 millions, 1 milliard, je n'y mettrai jamais les pieds. Même si votre adjoint de quartier, votre présidente le fait. Jamais. Et surtout pas avec la mer. Je le dis. Il y a aussi la piscine Ballard, hein, qu'on oublie souvent, à l'intérieur du ministère de la Défense. Et qui est ouverte au public. Hein. Des créneaux, oui, moi je les connais par cœur, ils sont jusqu'à 22h30, hein, si vous voulez. Hein. Donc, la piscine Ballard, qui est à l'intérieur du... Voilà, oui, militaire, mais elle est accessible au public. Et elle est à l'intérieur un peu du Pentagone à la française, mais on ne la voit pas du tout de l'extérieur, mais elle est accessible à tout le monde. Oui, qui est après, mais celle du ministère a été entièrement refaite, elle est très propre. Voilà. Je fais de la pub. Pardon, j'ai pas. Excusez-moi. Oui, allez-y. Partagez-vous gentiment. Moi, je voulais juste faire une petite réflexion. Oui. En dehors des problèmes sportifs, où y a-t-il une ludothèque pour les enfants dans notre quartier? Au point de vue culturel, on est quand même très pauvre. Et par exemple, beaucoup d'enfants aimeraient pouvoir aller à une ludothèque et il n'y en a pas. Voilà. Sur les équipements culturels, c'est vrai que c'est essentiellement la bibliothèque André Chédid qui a subi malheureusement des dégâts récents. Mais sur les ludothèques, oui, il y en a au parc André Citroën avec une association qui anime cette ludothèque. Effectivement, je ne crois pas qu'il y ait d'autres possibilités pour l'instant. Mais voilà. Et les squares du quartier sont pas immenses, et donc je ne sais pas quelles possibilités on peut ajouter, mais ça peut être une réflexion. Ouais. Bonjour, Monsieur Semel, bonjour. Oui, une préoccupation là, comme m'ont donné mes voisins, dont je vais vous poser. Il s'est passé des événements assez dramatiques il y a quelques semaines. Est-ce que vous pourriez revenir dessus? Est-ce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises sur les bagarres qui ont eu lieu sur la dalle? Pas sur la dalle. Au pied de la dalle, ouais. Oui, vous faites référence aux rixes qui se sont produites sur la rue Emerio. Alors, il y a eu quand même des incursions effectivement sur la dalle, mais l'essentiel s'est passé sur la rue Emerio. Nous avons eu il y a 3 semaines avec la SEM, puisque donc
le directeur de la SEM qui n'est plus là, mais la SEM, vous savez, est propriétaire de la dalle et de la sous-dalle de Beaugrenelle, et donc responsable de son entretien, mais aussi par extension de la tranquillité et des usages qui en sont faits. Donc nous avons eu une réunion avec eux et avec l'ensemble des présidents de Tours et des associations de Beaugrenelle. Donc ce qui a été décidé, c'est d'abord que les travaux qui avaient été engagés sur l'amélioration de l'éclairage de la dalle, sur la suppression de certains recoins, sur la fermeture de certains accès qui sont dangereux, tout ça se poursuive, en tout cas c'est la demande. Et puis la demande complémentaire qui a vraiment été mise en avant par le maire, mais on le fait et on le refait, et on a bien dit à la SEM que c'est une demande insistante. On ne peut pas se reposer uniquement sur la police nationale et sur la police municipale qui font des rondes mais qui ne peuvent pas être présentes en permanence. Donc il faut que la SEM prenne aussi sa part de la présence dissuasive qui doit être faite sur la dalle avec des équipes de maîtres chiens. Donc ça, c'est une demande qu'on remet systématiquement à l'ordre du jour de chaque réunion. Les équipes cynophiles existaient il y a 25 ans. Elles peuvent revenir. C'est une décision. Alors le directeur de la SEM nous a indiqué que c'était à l'étude. On souhaiterait maintenant que ça aboutisse parce que nous pensons que ce n'est pas évidemment l'alpha et l'oméga de la tranquillité de Beaugrenelle et des abords de la dalle, mais c'est une réponse parmi d'autres et qui sans doute rassurerait beaucoup d'habitants des Tours. Je note d'ailleurs qu'il y a une quasi-unanimité sur ce sujet dans les associations et les syndics de copropriété, les immeubles de logements sociaux aussi sur cette question-là. Donc voilà en quelques mots, mais nous attendons, je pense dans les prochaines semaines, une réponse de la SEM sur cette question notamment des brigades cynophiles, qui sont une demande insistante parce que même si on demande au commissaire de police de mettre l'accent, de déployer des moyens, ça a été le cas évidemment après cette rixe, et ils ont été massifs, mais ils ne peuvent pas être maintenus de manière permanente, même si la police municipale passe aussi souvent. Évidemment, ces événements sont très rapides, ça dure quelques minutes, et ça a aussi un impact sur des milliers de gens. Monsieur Semel, j'aurais une dernière question. C'est concernant en fait l'utilisation dans ma rue. Il y a beaucoup de riverains qui l'utilisent aujourd'hui, qui signalent. Je vais revenir sur la rue de l'ingénieur Keller. Le seul problème, c'est qu'on ne les voit plus venir maintenant. Donc il n'y a plus aucune intervention. Est-ce que vous pourriez demander à ce que des équipes passent le matin à partir de 8h jusqu'à 9h30, entre 8h et 9h30, pour venir vérifier l'état de la rue, le nombre de véhicules garés sur les trottoirs, des véhicules qui se permettent de mettre à l'intérieur en intervention dans le centre Beaugrenelle, dans le centre commercial Beaugrenelle, alors qu'ils pourraient rentrer leurs véhicules dans le centre commercial. Donc ce qui serait intéressant, c'est de les faire passer assez souvent, à partir de 8h le matin, pour voir la situation dans laquelle les riverains vivent. Les enfants qui sortent de la tour Keller pour aller à l'école sont obligés de marcher au milieu de la rue. Il y a toutes les livraisons qui arrivent aussi, les camions de livraison qui arrivent au niveau de Colissimo. Ce matin, le début de la queue était à l'angle des 4 Frères Peignot, rue de l'Ingénieur Keller, jusque sur les quais. Donc tout était bouché. Et que des camions avec des véhicules. Et il y avait une vingtaine de véhicules garés sur les trottoirs. Et des poteaux qui ont été arrachés pour que les véhicules puissent se mettre sur les trottoirs. Voilà la situation de la rue Keller. Ah oui, et c'est en permanence comme ça. Bien sûr, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Alors dans ma rue, il y a eu un problème de gestion de ce service de la ville de Paris pendant quelques jours, qui fait qu'effectivement sur tout l'arrondissement, il y a des dépôts, des encombrants qui n'ont pas été récupérés. Moi, j'ai compris de mon collègue Jean-Yves Pinet que c'était maintenant réglé. Donc, normalement, lorsque vous signalez un encombrant, en principe, c'est dans la journée ou au plus tard le lendemain que c'est récupéré. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'écrire, comme le font certains ici. Et effectivement, je sais bien qu'au pied de la tour Keller, c'est tous les jours que des encombrants sont déposés.
Je pense que sur DMR, enfin dans ma rue, les choses vont revenir à la normale. Sur le fait que la police municipale ou la propreté devrait être chaque matin dans la rue l'ingénieur Keller, c'est sûr qu'il y aura toujours du travail, parce que vous le dites, les camionnettes se garent souvent n'importe comment, il suffit d'y être. De toute façon, il y a toujours des infractions à relever. On le demande. Néanmoins, je veux dire, l'arrondissement est grand et il y a 65 policiers municipaux pour 240 000 habitants. Donc, mais on le demande, bien sûr, et on ne va pas lâcher la pression là-dessus en espérant que des améliorations seront apportées rapidement. C'est aggravé évidemment par l'emprise du chantier de la dalle Keller. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure, le pavillon Keller, donc l'ancienne crèche, en principe, elle est livrée en janvier. Après, on entre dans une deuxième phase qui est le verdissement, la végétalisation de la dalle, mais qui doit avoir un impact moindre. En tout cas, la demande qui a été faite à la Poste, c'est de réduire autant que possible son emprise, parce qu'elle est gênante. Elle est gênante pour les habitants, les résidents de la tour, pour les usagers de cette rue, pour tout le monde en fait. Donc on y est très attentif, mais effectivement les résultats sont difficiles à obtenir parce que chaque matin c'est la même chose, et chaque matin les livreurs de l'espace logistique urbain prennent la rue à contresens. Enfin, chaque matin il y a un problème effectivement de sécurité routière. Tout est compliqué dans cette rue qui n'est pas dimensionnée pour une activité pareille. Je crois qu'on sera toujours d'accord là-dessus. Donc il faut essayer de réguler, de sanctionner, d'apporter des améliorations, mais ce n'est pas une mince affaire. Et mon collègue Jean-Yves Pinet, effectivement, il est évidemment attentif, mais j'ai bien noté, et donc je redemanderai que la police municipale soit attentive, fasse des contrôles, notamment entre 6h et 10h le matin, parce que c'est le moment où les quais de livraison sont actifs du centre et où l'espace comme logistique urbain l'est aussi. Les voitures stationnaient soit d'un côté, soit de l'autre. Et il n'y a jamais eu de problème avant. Mais du jour où on a fait ça, ça a été le scénario catastrophe, plus la réflexion du centre, c'est terminé. Le problème, c'est la tour Cristal aussi, les travaux. Il y a des barrières. Alors, les camions avancent et après, ils ne peuvent plus avancer. Ils bloquent tout le monde parce que ce n'est pas très large, c'est assez étroit la rue et donc plus personne n'avance. Et voilà, le centre commercial, ces camions ne peuvent pas se garer pour livrer ce qu'ils ont à livrer. Et c'est ces barrières de la tour Cristal qui bloquent tout dans le passage de la rue. Sur les trottoirs de la rue de l'ingénieur Keller, effectivement, ils ont été élargis. Alors, j'étais pas élu à l'époque, mais je vous crois. Il y a certainement des améliorations qui peuvent être apportées. Je ne sais pas si c'est la pose de croix de Saint-André, de Potelet, qui empêche les voitures de venir se garer sur les trottoirs, les camions de livraison, les camionnettes qui attendent. Ou alors, vous savez, il y a 3 ans, on a initié dans ce quartier, embellir mon quartier, donc qui était une initiative de la ville de Paris. C'est dans ce cadre que la place de Brazzaville est en cours de réhabilitation, enfin de rénovation complète. Il y avait un autre projet qui était verdir la rue de l'ingénieur Keller. Donc ce projet, il est budgété. Ça ne signifie pas de plantation d'arbres pour une raison simple, c'est que les études ont été faites et la densité des réseaux dans cette rue ne permet pas cela. En revanche, est-ce que sur les trottoirs, il y a une possibilité d'installer des espaces verts, des bandes d'espaces verts, des jardinières ou je ne sais quoi, qui permettent de réduire toutes ces nuisances à l'avenir. Je pense que c'est une réflexion qu'il faudrait avoir, mais ce projet a été retardé pour une raison simple, c'est qu'il n'était pas question de commencer ça, alors que la dalle Keller devait être entièrement refaite, la tour Cristal aussi. Voilà, donc ces travaux n'auraient servi à rien. On ne peut pas, pour l'instant, vu tous les chantiers qu'il y a, il n'y a pas de projet à faire. Et les camions ne peuvent pas non plus stationner derrière le centre commercial parce qu'il y a des poteaux métalliques. Des fois, c'est vrai, il y a des poteaux qui sont enlevés. S'ils pouvaient se garer là, les voitures pourraient circuler, mais là, ils ne peuvent pas. C'est vraiment impossible le stationnement sur le trottoir du centre commercial, quoi.
Il y a un nouveau directeur au centre commercial, donc ce sujet va lui être, évidemment, on va lui en reparler. La question des quais de livraison, la rue Jean-Carrère, c'est quelque chose qui occupe tous les directeurs de Beaugrenelle depuis l'ouverture, je pense. Donc on va lui en reparler et faire en sorte que... Mais voilà, lorsqu'on en parle, il nous explique que voilà, ce sont des chauffeurs qui arrivent parfois avant, qui attendent, qui laissent leur moteur tourner. Et voilà. Mais, donc c'est une question qui concerne la police municipale, qui concerne aussi le centre commercial avec ses fournisseurs. Nous avions signalé que les infrastructures dans le quartier n'étaient pas prévues pour faire les livraisons dans cette petite rue. Mais il fallait sauvegarder la grande rue Linois. Bon, ben voilà, on y est. Et là, je pense qu'on ne pourra plus rien faire. Surtout tout le temps durant lequel il y aura des travaux. Voilà, les chantiers. Pour la crèche, après ça va être la tour Keller, Cristal ne sera pas fini, puis dans 10 ans ça recommencera, puis voilà. Faites passer le micro. Une dernière question peut-être ? Je voulais rajouter que dans 10, 12, 15 mois à peu près, maximum, il va y avoir encore le parking Keller, où il va y avoir des travaux. Le parking va être transformé en école supérieure. Donc d'ailleurs là, on a un souci, Monsieur Semel. J'ai signalé à plusieurs reprises au directeur du centre commercial que le parking est ouvert à tout vent. Il y a un trafic de drogue dedans. La police est passée. On a fait des courriers au directeur du centre commercial. Les portes maintenant, c'est pas une, les portes restent ouvertes en permanence. Donc il y a des scooters qui arrivent, des Deliveroo qui font leur livraison de marchandises. Il y a des personnes qui arrivent et ça circule en permanence. Donc le directeur du centre commercial est parfaitement au courant, mais ne fait strictement rien. Alors, sur le parking Keller, on a eu un débat. Vous savez qu'on se réunit en réunion préparatoire avec les habitants du conseil de quartier pour fixer l'ordre du jour. Et ce sujet est bien considéré comme un sujet très important, mais dans la mesure où aujourd'hui Apsis n'a pas trouvé de preneur pour ce projet, il est un peu en stand-by. Le permis de construire a été affiché. Mais pour l'instant, il n'est pas en voie de réalisation, du moins dans les prochains mois. Même s'il y a eu des travaux préparatoires, des sondages ou je ne sais quoi qui ont été faits. En tout cas, ce qui a été convenu, c'est que dès lors que Apsis, propriétaire de ce parking en étage, aura trouvé éventuellement une école pour s'installer là, puisque c'est un projet d'école, mais aussi d'équipement sportif, donc, ce qui rejoint un peu la question de Madame tout à l'heure, eh bien, il y aura une présentation en réunion publique. C'est le parking en étage qui est au fond de l'impasse Keller, avec à droite l'école Maigret et puis voilà, des bâtiments CDC Habitat, je crois, qui sont juste derrière. Voilà, c'est le fond. C'est le fond. Exactement. La grande récré. Ouais. En fait, s'il n'y a plus de questions, oui, une dernière, et après on va clôturer, du coup. Allez-y, madame. Une dame là, qui est peut-être partie, parlait des personnes PMR. Oui. J'en suis une. Et au mois de juin, j'ai voulu aller voir la place de Brazzaville, par la rue Emerio. J'y suis arrivée parce que j'ai une chaise roulante pour personnes handicapées, et pas un fauteuil, une chaise roulante. Et au retour, j'ai voulu passer par les quais. Il y avait, entre la place de Brazzaville et l'hôtel Nico, il y avait des travaux. J'ai dû passer, et pour les PMR, il n'y avait rien de prévu. Donc, j'ai dû faire du gymkhana avec ma chaise pour arriver jusqu'à à la rue Keller. C'était vraiment l'enfer. Et j'en suis réduite, j'habite la tour Keller, j'en suis réduite à choisir mes jours, mes heures pour sortir à cause de l'état des trottoirs. Alors, rue Keller, on vient d'en parler, mais partout, les pieds d'arbres, il n'y a plus de bancs non plus. Il y en avait rue Linois avant, maintenant il n'y en a plus. Aux arrêts de bus, il y a des bancs, c'est tout. Enfin bref, pour les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées, les personnes qui ont eu un accident, etc., rien n'est fait. Depuis
On ne peut pas prendre le métro, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas d'escalier roulant. Disons que c'est un problème. Moi, je suis des fois plusieurs jours à ne pas sortir à cause de ça. Parce que je ne peux pas. Je voudrais aller jusqu'à l'île aux Cygnes, je ne peux pas. Je ne peux pas. Dans Paris, c'est terrible. On me dit il faut marcher. Ah ben oui, il faut marcher. Mais où et comment? Et j'en reviens à la rue Keller. Au début des années 2000, quand l'ancien centre a été détruit et que le deuxième a été projeté et commencé, hein, le problème, on a demandé si un impact avait été fait sur la circulation du quartier par rapport au nouveau centre. Les livraisons, les passages, et la rue Keller, de fait, a été réduite moitié à cette époque-là. C'est à ce moment-là que la rue Keller a été réduite moitié, que les trottoirs ont été agrandis, et c'est une épilepsie. D'autre part, les livraisons. Et alors donc, ce problème-là avait été soulevé. D'ailleurs, ça donnait lieu à la création du comité de défense du quartier, de cette association qui a quand même été en adhérent la deuxième association du 15e. Et résultat, on n'a pas été écouté, alors que tout ça, tout ce qu'on constate aujourd'hui, ça a été dit à l'époque, dès les années 2002-2003. Ça a été dit. Mais il y a eu des réunions, on ne nous a jamais écoutés. Rien n'a été... On nous a répondu, on verra à l'usage. Eh bien, on le voit aujourd'hui. Et quelle est la solution? Il n'y en a pas. Parce que pour revenir en arrière, on sait très bien que ce n'est pas possible, qu'on ne va pas remettre les trottoirs comme ils étaient. Ben voilà. Donc, dans le quartier, ça devient... Non, mais c'est sérieux, hein, parce que c'est notre vie au quotidien. Alors, comment faire? Quel avenir pour les gens dans le quartier? Pour les enfants, il n'y a rien. Il n'y a rien pour les enfants, pour les jeunes. Et après, on se plaint parce qu'ils vont faire le bazar, etc. Mais s'il y avait des lieux d'accueil, s'il y avait des lieux pour la jeunesse aussi, on parlait des maisons de la culture, du sport. Mais attendez, où et quand et comment et à quel prix? Parce qu'il y a des endroits, bien sûr, mais pour y rentrer, vous parliez d'Aqua Boulevard, vous voyez les prix pour y aller? Non, et tout est comme ça. Donc, vous voyez, bon. Vous avez posé beaucoup de questions. Sur la question de l'entretien des trottoirs, on en a parlé tout à l'heure. Nous, on le déplore comme vous. On voudrait que ce soit la priorité. Et nous pensons que ça doit être la priorité d'une équipe municipale. Aujourd'hui, voilà, M. Pinel n'est pas là pour donner les chiffres, mais nous devons gérer avec un budget extrêmement réduit pour l'entretien des chaussées et des trottoirs. Donc effectivement, beaucoup sont dégradés et on doit traiter seulement des priorités. Sur le trajet que vous évoquez entre chez vous et la place de Brazzaville, alors effectivement, il est compliqué par le chantier que j'évoquais très brièvement tout à l'heure et encore pendant quelques mois par ce tronçon de la coulée verte. Néanmoins, il doit être terminé en début d'année prochaine. Et donc là, il y aura quand même un cheminement possible et accessible sur la longueur de cette coulée verte, ce qui n'était pas le cas, parce que si vous vous souvenez, alors maintenant ça a été démoli, mais cette dernière partie de la coulée verte, donc, elle n'était plus vraiment utilisée. D'ailleurs, il y avait des différences de niveau, des marches, et voilà, elle était très difficilement utilisable. Donc là, je pense qu'on peut espérer une amélioration. Sur l'île aux Cygnes, c'est dommage ce que vous indiquez, parce que précisément le projet, et tel qu'il a été réalisé, en tout cas sur l'allée aux Cygnes, c'était de la rendre de nouveau accessible. Là aussi, on avait des dalles disjointes depuis des années, des racines, etc., des flaques d'eau à chaque fois qu'il pleuvait. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais je pense que c'est le cheminement jusqu'à l'île aux Cygnes qui vous pose problème. Donc, alors, j'ai pas la réponse forcément à toute cette question, mais j'en parlerai évidemment. Voilà, la ville de Paris souhaite en faire une priorité, l'accessibilité de l'espace public. Donc, on saura leur rappeler aux élus qui en sont chargés. Madame Largillière veut compléter.
La Perche, vous parlez de l'accessibilité de l'île aux Cygnes, mais que je sache, pour aller en bas, il y a toujours des escaliers. Donc quand vous faites une manifestation en bas près de la statue, le PMR ne peut pas y aller. Et quand vous allez au bout de l'île aux Cygnes, ça se termine par un magnifique escalier, on est bien d'accord. Donc quand on dit qu'elle est accessible d'un côté, mais pas en bas et pas de l'autre côté. Il faut toujours dire les choses Elle est accessible d'un côté par une rampe, en Mhm. effet, mais on ne peut pas accéder à l'esplanade de la Statue de la Liberté. Voilà, Pour ça, c'est vrai que j'ai pas de solution aujourd'hui. Et Bah, ce si, sont on pourrait des mettre une débats pente. anciens, et la question avait été posée de savoir si un ascenseur pouvait être installé du côté Birakeim. Voilà, je crois que c'est pas du tout à l'ordre du jour, malheureusement. Donc c'est la rampe qui descend du pont de Grenelle. Voilà. D'accord. Mais Bon, pour aller jusqu'à la statue, on pourrait mettre une rampe déjà. On peut le faire, ça. Vous voyez, c'est des petites choses. Au moins, quand il y a des manifestations en bas près de la statue, ben, les PMR pourraient assister et non pas Alors, rester en haut. je le note, Merci. simplement pour suivre ce dossier depuis 4 ans. Voilà, on essaie, avec un budget qui là aussi est limité, qui était d'ailleurs un budget participatif à l'origine, de faire le maximum. Cette île fait 1 km de long. Le budget qui a été alloué a permis de refaire l'allée, a permis de réparer tous ces bancs qui étaient dégradés, d'ailleurs qui sont partis beaucoup trop longtemps, mais il y a eu des problèmes de réparation, ils sont revenus en grande partie. Le budget ne suffit pas pour remplacer les garde-corps. Ces garde-corps sont trop bas, ils sont dangereux, certains sont très abîmés, donc c'est prévu. Les escaliers étaient eux-mêmes très abîmés, ils ont été réparés. En revanche, c'est vrai que sur l'accessibilité, pour l'instant, c'est le parent pauvre de cette réalisation. Je vous remercie de le dire parce que c'est vrai que c'est quand même une amélioration. De même que sur les côtés, les bancs ont été placés sur des... Voilà. Donc voilà, je vous remercie pour votre venue. Prochain conseil de quartier, au début 2025. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.